Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Le top cinéma de l'année 2023, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Je suis comme d'habitude accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va en cette fin d'année? Bah ça va et toi? Sacrée année. Ouais, sacrée année, bah on va en parler, hein. On va en parler tout de suite. On a eu du lourd. Et on a eu du moins lourd, mais ça on verra ça dans le prochain épisode. Effectivement. Là, on va parler que des choses joyeuses. Que du bonheur, que de la positivité. C'est ça. Et on a fait entre guillemets un combiné de nos tops et on va les défiler d'une certaine manière. Enfin, vous verrez. Et voilà. Moi, je suis heureux de cette année de cinéma. Pas toi, Ista, quand même. Oui, bah c'est une année où j'ai vu beaucoup de choses. Je pense que c'est l'année où j'ai vu le plus de films de toute ma vie. Mais... ouais. Bah ouais, je crois pareil. Je crois que j'ai pété le compteur du ciné cette année. Oui, toi c'est abusé. C'est le triple de moi, je crois. Non. Si. Ouais, j'ai vu un peu plus de 150 films, je crois, cette année. Ouais, je suis bien parti au ciné. J'ai bien rentabilisé ma carte, mon abonnement. Alors que moi, j'ai une soixantaine, quoi. Donc ouais. Bah c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup. Hein. Mm-hmm. Et je tiens à dire quand même avant de commencer que c'est un top personnel. Voilà, c'est pas ça veut pas dire, c'est pas parce que on a mis en top 1 ou top 2 un film, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'est notre préférence à nous. Oui, c'est subjectif, oui, bien sûr. Voilà. Même si j'ai vu 160 films cette année, je les ai pas tous vus, donc ça se trouve il y a un film que vous aimez que je n'ai pas mis, qu'on n'a pas mis là parce que on l'a pas vu, ou alors parce que tout simplement on l'aime pas assez pour le mettre là, mais c'est pas un drame. c'est normal. Voilà, on a tous nos préférences. Et Ista, j'ai envie de te proposer un petit truc quand même. Quoi? Comme c'est les tops, viens, on essaye de trouver au moins un truc négatif à dire sur chaque film. Ok, d'accord. Même le notre top 1, notre truc, on essaie de dire un truc qui va pas, tu vois. Okay. Et faut savoir que il y a des films que j'ai mis dans mon top qu'Ista il a moins aimé et inversement. Donc ça va être facile pour ces films-là de trouver des trucs qui vont pas bien, mais plus on va se rapprocher du top 1, plus ça va être compliqué, je crois, je pense aussi. De dire j'aime pas ce film pour telle raison. Effectivement. Et donc voilà, on attaque quand tu es prêt. Bah je suis prêt, donc on attaque avec un film que tu as vu que toi, t'es ça là? C'est ça, mais je tenais à en parler cette année. Je vais vous parler de La Passion de Dodin Bouffant. Tout m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Alors, La Passion de Dodin Bouffant de Tran Han Yung. Donc, c'est un film sur la cuisine et sur une relation entre son cuisinier et sa cuisinière. Donc, cuisinier joué par Benoît Magimel et cuisinière jouée par Juliette Binoche. Et c'est une histoire d'amour qui va prendre vie à travers la nourriture. Hein, donc, et voilà, c'est un film sur la nourriture et c'est un film qui donne extrêmement faim. Donc, n'y allez pas le ventre vide. Parce que moi j'y suis allé le ventre rempli et j'ai remangé après parce que ça me donne très très faim. Donc ça fait j'ai jamais je sais pas, mais ne le regardez pas trop souvent, je pense. Mais ouais, c'est un film où j'ai jamais vu la nourriture filmée comme ça en fait. En fait, on a des très longs plans, voire même des plans séquences sur la préparation d'aliments. Donc on a presque l'impression de sentir l'odeur, de goûter les plats pendant qu'ils sont en train de le faire, quoi. Il y a vraiment une attention de filmer les gestes. C'est extrêmement sensoriel. La photographie, incroyable, magnifique. Il y a des plans, c'est les plans de l'année pour moi sur certains moments, quoi. Chaque plan est beau. Il y a un sound design très important. C'est pour te faire sentir la texture des aliments, pour voir quand tu vois une sauce bouillir, tu t'entends le bruit des crépitements, tu vois, ce genre de choses. C'est ultra sensoriel et ça marche hyper bien. Donc, si vous aimez bien manger, bon, je sais, voilà, c'est pas un film pro-vegan, hein, voilà, malheureusement. Mais juste pour le savoir-faire de montrer la bouffe filmée comme ça, parce que vous allez jamais voir ça ailleurs, quoi. Il y a 40 minutes au début, les 40 premières minutes, c'est la préparation d'un plat. Et c'est une première scène de préparation hyper envoûtante, hyper mystique sur la préparation d'un plat, et ça te met l'eau à la bouche.
j'ai envie de dire sur ce qui va arriver après, quoi. Et juste pour ça, je pense que le film, il mérite d'être vu, quoi. Après, il y a cette relation entre Juliette Binoche et Benoît Magimel. Les dialogues sont très écrits, donc ça se passe au 19e siècle. Peut-être que je dis des conneries, mais bon, bref, ça se passe pas. Ils sont en costume, quoi. C'est pas, enfin. C'est ça se passe. Bah, après, c'est à la campagne, voilà, dans des, c'est pas un truc à costume avec des, oui, dans un château et tout. Ça, oui. Mais voilà, c'est un truc, voilà, à la campagne. Et bon, les dialogues, ils sont très écrits, ils sont pas naturels, hein, c'est un truc théâtral avec des dialogues un peu pompeux, mais c'est pour faire ressortir quelque chose, c'est que toutes ces discussions autour de la nourriture que Benoît Magimel il peut avoir avec ses potes et tout ça là, où ils sont tous là à dire oui, le coq au vin, ça donne une certaine, enfin ils sont en train de blabater dessus, c'est pour contraster avec le fait qu'en fait la vraie appréciation de la nourriture, c'est quand on voit les personnages la faire, en fait c'est on nous montre ce que les mots ne peuvent pas énoncer, en fait, dans ce film. C'est ça qui est aussi assez impressionnant, quoi. Et bon, on a cette histoire d'amour aussi qui défie un peu les conventions sociales de l'époque. Et toute cette relation, elle passe par leur rapport à la nourriture, à la cuisine. Donc, quand ils font des plats ensemble, c'est là que leur amour transparaît, quoi. Et ça arrive, c'est un film qui arrive à être émouvant avec de la nourriture. C'est quand même assez incroyable. Voilà, j'ai dû dire 2 mots par rapport aux acteurs. Voilà, Juliette Binoche, elle est incroyable. C'est le centre du film. Et Benoît Magimel, tenez-lui son 3e César d'affilée, s'il vous plaît. Voilà, il est incroyable comme à chaque fois. Donc je peux que vous conseiller de voir ou de revoir La Passion de Dodin Bouffin. Ok, et donc tu t'as donné un truc négatif sur le film. Ah merde, je crois que je me suis pris à mon propre jeu. Eh oui. Oh là là, qu'est-ce que je devais dire de négatif? C'est toi qui as mis cette règle en jeu, moi j'ai rien dit. C'est vrai que j'ai mis cette règle. Mais là, je suis déjà dans la merde. Je dirais que potentiellement, il y a des trucs un peu déjà vus au niveau de transposition de la nourriture sur une personne. Voilà, je vais pas en dire plus, mais au bout d'un moment, il y a une poire et après on voit le corps de Juliette Binoche dans le cut d'après. Enfin, c'est un peu déjà vu et pas très intéressant, mais la plupart du film est pas comme ça, quoi. Voilà, j'ai trouvé un point. Maintenant, laisse-moi tranquille. Donc ensuite, on passe au suivant. Donc c'est Babylone de Damien Chazelle. And I'm going to bed. Alors c'est un film qui parle, moi je dirais que c'est un film qui parle de la transition du cinéma entre le muet et le cinéma parlant. C'est ça, ouais. Moi j'aurais décrit ça comme ça aussi. Hein. Ouais. Et en gros, voilà, on va parler de cet Hollywood des années 20, quoi. Dans tous ses excès, on va dire. Juste avant de parler du film, tu penses quoi? Parce qu'on n'a pas parlé du film cette année, on n'existait pas en podcast à l'époque. Qu'est-ce que tu penses de Damien Chazelle? Est-ce que t'aimes bien ses autres films de base aussi? Oui, moi j'ai plutôt aimé ses autres films. Je sais que la fin de La La Land m'avait énervé. Enfin, j'étais dégoûté, quoi, mais... Enfin, ouais, t'as frustré, quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais ouais, moi, Whiplash, ça a été une vraie claque. J'ai été le voir avec mon père au cinéma, et ça a été une vraie claque pour moi. First Man, j'avais bien aimé aussi. Moi, j'aime plutôt bien hein, le cinéma de Damien Chazelle en général. J'ai toujours trouvé ça plutôt bon, donc voilà. Ouais, bah pareil, moi j'aime bien. Enfin, Whiplash, pour moi, c'est son meilleur film. J'adore vraiment. La La Land, c'est une anomalie dans ma vie parce que j'aime pas les comédies musicales, j'aime pas trop Ryan Gosling, j'aime pas trop les films romantiques, mais celui-là, je l'aime bien. Donc il y a un truc bizarre. First Man, j'avais eu je me suis vraiment ennuyé, j'avoue, devant First Man, même s'il y avait des très belles images et tout, et puis, Ryan Gosling pendant 2 heures, je suis pas du tout rentré dedans. Et là, on se retrouve avec Babylone, il fait pas partie de mon top, mais il fait partie de ton top, donc je vais te laisser dire ce que tu penses de ce film. Ouais, bon, déjà, je trouve qu'il y a des super performances d'acteurs, notamment, surtout Margot Robbie, qui est super, je trouve, dans le film. Le film, il a une énergie chaotique que moi, j'aime bien. Où ça part dans tous les sens, où ça part... moi, je me rappelle encore de pas mal de scènes, en fait. Il y a pas mal de scènes qui m'ont marqué. La scène avec l'éléphant, au début. Il y a la scène de tournage où ça part dans tous les sens. T'as Ingénieur son.
Ouais, avec l'ingénieur son. T'as aussi la scène un peu d'horreur avec Tobey Maguire dans les sous-sols là bizarres. Enfin, moi, c'est un film qui m'a plutôt marqué, que j'ai trouvé bien filmé, que j'ai trouvé intéressant. Enfin, je le trouvais plutôt cool. Moi, je sais que j'en suis sorti vraiment en me disant, oh, putain, c'est un super film. Moi, j'ai adoré. La musique aussi, je la trouve super. Moi, je la trouve vraiment géniale. Et voilà. Après, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Après, moi, j'ai pas vu parce que je crois que c'est quoi, c'est Autant de temps pour l'avant qui parle de la même chose. Il me semble il y a une histoire comme ça. Transition sous la pluie. Transition entre le muet et le parlant, non? Il y a pas une histoire comme ça. Ouais, c'est Chantons sous la pluie. Ça parle un peu de ça. Parce que moi je l'ai pas vu et donc en fait pour moi là c'était un truc que j'avais jamais vu. Donc sur le coup je fais putain, c'est pas mal comme sujet et tout. Bon après voilà, parce que j'y avais jamais pensé au fait que quand voilà les mecs qui sont passés au parlant, bah il y en a avec leur voix, ça s'est pas bien passé, etc. quoi. Il y a pas beaucoup de films qui parlent de ça, de cette période-là. Ouais. Pour le coup. Ouais. Donc voilà. Après, si je dirais un défaut, c'est peut-être le montage un peu putassier de la fin. J'avoue que je m'attendais pas à voir Avatar dans ce film. Là, celui qui a pas vu le film, il se dit quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, Avatar. Mais voilà, sinon pour moi, ouais, c'est dans mon top, ouais. Moi, je suis un peu moins enthousiaste. À la sortie du film, j'avais bien aimé, même si je suis un peu revenu dessus. Il est pas dans mon top, hein. Même si je l'aime, moi, j'aime vraiment le film, hein, j'aime bien le film. Mais il y a quelques problèmes. Déjà, j'adore la BO. Voilà, la BO. Je sais qu'il y a des gens qui disaient non, c'est pas très. Moi, m'a hanté pendant des mois. Surtout tous les thèmes, ils sont restés en tête, quoi. Je vais pas les chanter là, certainement pas. Mais voilà, le thème principal qui revient plusieurs fois de manière assez différente. Moi, je l'ai beaucoup eu en tête, quoi. Et j'adore la première partie, surtout du film, le rise un peu parce que c'est un peu un rise and fall pour certains personnages. Ouais. Pour le personnage de Margot Robbie complètement qui débarque dans cette industrie, qui va arriver au top et après, à l'arrivée du cinéma parlant, on va chuter. Il y a des plans séquences fous. Je trouve au début, on est vraiment embarqué dans, t'avais dit, un esprit chaotique. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une genre de folie de cet Hollywood-là qui transparaît avec des scènes de danse complètement folles, avec tellement de figurants et des images, je trouve assez folles, quoi. Et j'adore, certaines scènes de la première partie. Genre, il y a une scène de fabrication d'un film, donc où c'est plutôt plusieurs films en même temps, parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, dans un même endroit. Et cette séquence, elle est géniale. Il y a vraiment une montée en tension avec d'un côté Margot Robbie, d'un côté Diego Calva, un côté Brad Pitt, une vraie montée en tension qui est dans une atmosphère complètement folle et une explosion finale qui est complètement géniale, quoi. Et moi je trouve que tous les personnages sont hyper intéressants. Ils sont tous un peu fous, mais ils sont toujours attachants, fun, vraiment bien joués. Moi, j'adore Margot Robbie depuis des années. Là, voilà, oui, il y a des gens qui avaient dit qu'elle fait un peu Harley Quinn, mais bon, ça va. C'est pas comme si elle faisait un peu Harley Quinn tout le temps, je trouve. Ça, c'est un peu. Enfin, moi, je trouve pas, mais de toute façon, je trouve qu'elle le joue très bien, son personnage. Je trouve super bien interprété. J'ai plus de mal à la deuxième partie, dans le fall entre guillemets. Je la trouve un peu trop longue pour ce qu'elle a raconté, et je trouve qu'elle s'essouffle pas mal. Le film est un peu long, ouais, je suis d'accord que le film est un peu long. En fait, pas la première partie, mais vraiment la deuxième partie, je la trouve. Tu vois, là, je trouve qu'il y a moins d'idées pour se renouveler, surtout dans la mise en scène. Et il y a une scène quand même qui est vraiment incroyable, c'est la scène de l'ingé son, où il y a l'apparition du son qui va faire chuter énormément d'acteurs et où l'ingé son devient un acteur vraiment destructeur d'un plateau de tournage, hein. Et la scène, elle est hilarante, en même temps elle est tragique, quoi, cette scène-là. Qui est vraiment super, mais ouais, il y a un truc aussi que je comprends pas, je le trouve trop verbeux, le film, vers la fin. Alors que, surtout sur le personnage de Brad Pitt, je pense qu'il a un discours avec la critique et tout, et qui explique un peu ce qu'est le film, et je trouve ça bizarre parce que Damien Chazelle, il y a beaucoup de trucs avec les regards souvent chez lui. Par exemple, la fin de Whiplash ou de La La Land, il y a pas d'explication, tu vois. Tu regardes le film, tu comprends ce qui se passe et tu fais OK. Et là, je trouve ça extrêmement étrange qu'il le verbalise autant. Ouais, c'est ça, qui verbalise autant ça, et ça, je trouvais ça un peu dommage. Voilà, il y a aussi la partie Tobey Maguire. Moi, je suis moins fan parce que je trouve qu'elle a un peu rien à faire là. Je la trouve pas nulle en soi, cette scène. Je la trouve plutôt pas mal, mais je trouve qu'elle a rien à faire dans ce film-là. Ouais, mais j'aime bien. Je sais pas, il y a un délire comme ça dans plusieurs films là qui durent 3 heures. Il y a ça dans Once Upon a Time in Hollywood. Quand il va c'est Charles Manson, là, le personnage de Brad Pitt. C'est un peu le même délire, tu sais. Ouais, mais moi je trouve que cette séquence Once Upon a Time in Hollywood, elle a du sens, elle fait sens, tu vois, dans le récit. Alors que là, vraiment, en plus, elle est
assez courte, celle de Tobey Maguire. Je pense qu'il veut nous montrer un peu les tréfonds d'Hollywood, des horreurs qu'on a, mais je trouve qu'on avait déjà compris, tu vois, ce que c'était Hollywood à ce niveau-là, et qu'il réappuie. Voilà, je trouve que c'est un film qui manque un peu de subtilité, et c'est à l'image de son montage final que là, j'avoue que encore là les défauts que j'ai cités, ça m'a fait un peu, mais là le montage final, j'avoue que je le trouve horrible. Là, il a pété son câble, quoi. Et je trouve un peu prétentieux parce qu'il s'inscrit dans ces films-là, quoi. Il met son film dans ce montage et tout. Tu fais ouais, mais là. Quand même, moi, tu vois, ça, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, je l'ai plus pris comme il veut nous montrer un peu l'évolution de des technologies dans le cinéma, quoi. Enfin, moi, je l'ai plus vécu comme ça. Non, mais moi, je vois qu'il rend hommage à plein de grands films qu'il aime, mais il met son film dans ce montage-là, tu vois. Et c'est très maladroit de faire ça parce que du coup, tu t'inscris dans ce truc-là, quoi. Ouais, et pense que ce soit après, je sais pas si c'est conscient, mais je trouve qu'il faut pas faire ça, là. Là, c'est quand même hyper, enfin, tu peux passer pour un mec hyper prétentieux. Après, je le connais pas, Damien Chazelle. Je sais pas s'il l'est dans la vraie vie, tu vois. Mais après, voilà, je trouve pas que le film, parce qu'on a eu, alors, une campagne Twitter infernale. C'est le meilleur film de tous les temps. C'est le pire film pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est pas le meilleur film de Damien Chazelle. Et, c'est pas le pire film, enfin, c'est pas le meilleur film de tous les temps, ni le pire film, voilà, faut arrêter, quoi. Il y a quand même des qualités, il y a des défauts, voilà, on les a dit. Exactement. Donc, on va passer au prochain. Donc, c'est notre 10e, voilà, le top 10. Et donc, c'est Godzilla Minus One. Godzilla Minus One. Alors, Godzilla Minus One, ça nous parle de quoi, Al ? Il y a un gros monstre, tout géant, lézard. Enfin, en gros, il y a Godzilla, qui, après la Seconde Guerre mondiale, attaque, entre guillemets, le Japon. Enfin, c'est un contexte qu'on connaît, enfin, du premier Godzilla, qui ressemble à celui du premier Godzilla. Et donc, en gros, on va suivre des personnages à l'après-guerre qui vont essayer de revivre, tout simplement, hein, une thématique qui est ressortie pas mal cette année, de revivre après une catastrophe, après une guerre. On en reparlera avec un autre film qui est sorti cette année. Et c'est le retour de Godzilla. Moi, j'avais déjà vu quelques Godzilla que j'avais pas aimé, voilà, que j'avais pas du tout aimé même. Et c'est un film de ton top aussi, donc je vais te laisser commencer. C'est un film de Takashi Yamazaki. Et moi c'est mon premier Godzilla japonais parce que j'ai pas vu. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Shin Godzilla, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu de Godzilla japonais. Donc voilà, ça c'est vraiment mon premier. Je connais que les Américains, donc le Godzilla 2014, le Roland Emmerich, qui est le premier que j'ai vu. Et puis tous les Godzilla X-Kong, tout ça. Voilà. Et les mauvais. Ouais, ils sont pas très très bons, mais bon. Il y a des monstres, moi je suis content. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des monstres, mais qu'il y a une vraie histoire avec des vrais personnages. C'est ça, en fait, qui est chouette aussi. Et que ça change des films que j'ai vus de Godzilla. Parce que même le Godzilla de 2014, une fois que le personnage Bryan Cranston n'est plus dans l'histoire, ça devient un peu compliqué. En fait, je me suis plutôt attaché au personnage, à l'histoire du personnage principal. Ça raconte aussi des choses sur la culture un peu japonaise, notamment sur les kamikazes, que nous ne connaissons pas trop, quoi. J'ai trouvé que c'était chouette, les scènes... Il y a beaucoup de scènes dans l'eau, où il chasse Godzilla dans l'eau, sur des bateaux, tout ça. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Jaws, donc aux Dents de la Mer de Spielberg. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà. En tout cas, c'est pas une mauvaise référence que je cite, quoi. Donc, je trouve qu'il y a des bonnes scènes. C'est bien filmé. Il y a des scènes d'explosion et un sound design qui est assez fou, je trouve. La bestiole est flippante. Quand elle bute des gens, elle bute des gens, quoi. Quand ça détruit une ville, ça détruit vraiment une ville, il y a des morts, tout ça. Donc c'est tragique, ça montre bien ce qu'est Godzilla, donc une métaphore de catastrophe nucléaire, quoi. J'ai beaucoup aimé le film, et voilà. Enfin, là, je sais pas quoi dire de plus. Mais... Non, mais t'as raison. Après, on en avait déjà parlé il y a moins d'un mois. Ouais. C'est ce contexte d'après-guerre qui est hyper bien retranscrit, je trouve. Et ouais, t'as dit les persos, quoi, les personnages, le personnage principal là qui est hyper attachant, quoi. Ouais. Et même tous les personnages qu'il a autour, la petite fille qu'il adopte, c'est son histoire entre guillemets d'amour qu'il a avec la fille. Moi j'avais dit, je pourrais en fait, même s'il y avait pas Godzilla, moi je pourrais les suivre ces persos, voir comment ils se rétablissent de la guerre, quoi. Et c'est ça qui fait que le film marche bien, quoi. Et après Godzilla, enfin il est génial ce Godzilla, il est monstrueux, quoi, vraiment monstrueux. Il est filmé point de vue des yeux
humains, et c'est vraiment un spectacle incroyable de voir ces explosions, ces lasers qu'il envoie. Enfin, c'est vraiment un niveau de destruction hyper bien filmé, hyper violent, quoi. Tout ça pour moins de 15 millions de dollars, hein, on le rappelle. Hein. C'est un film parce que les gens sont pas payés au Japon, mais c'est ça. Un film qui est pas cher, et donc avec pas beaucoup d'argent, on peut faire des spectacles meilleurs que des Godzilla vs Kong à 200 millions de patates. La musique est géniale, hein. Ça reprend le thème original, mais vraiment c'est hyper puissant. Moi, j'avais les frissons. Après, voilà, pour dire quand même quelque chose un peu négatif, moi je trouve la deuxième partie assez programmatique. On tombe vraiment dans le pathos vers la fin. Voilà, il y a des trucs qu'on voit venir. Après, ça cache vraiment pas le spectacle, mais il y a quand même des trucs, tu fais quand même c'est un peu trop, je trouve. Oui, la fin, il y a un truc à la fin, un twist qui est mais bon, qui est un peu niais. Ouais, mais ça cache pas le film, hein. Non, voilà. C'est un très bon blockbuster, franchement, de divertissement. C'est ce que les blockbusters de divertissement devraient tous être, à peu près, hein. Donc voilà, c'est engageant, c'est bien filmé, c'est engageant. Donc voilà, hein. Yes. Ça fait un bon film. Voilà, c'est un bon film. Malheureusement, beaucoup de gens l'ont pas vu. Et juste, je voulais dire tout à l'heure que le prochain Godzilla X Kong a beaucoup souffert de la sortie de Godzilla Minus. Il a sorti le trailer en même temps que la sortie de ce film, et ça fait mal au Godzilla X Kong. Ça, c'est sûr. On verra ce que ça donne, mais je pense que ça va pas être foufou, moi. Ouais, je pense pas non plus. Ensuite, on va passer au top 9. Putain, c'est encore un film à toi. Je suis en train de me rendre compte. Après, j'aurais pu le mettre dans mon top, hein, clairement. On va vous parler du film de SF français de Jérémy Perrin, Mars Express. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! Alors, Mars Express, donc c'est un film d'animation, de science-fiction, réalisé, comme tu l'as dit, par Jérémy Perrin, qui a fait aussi la saison 1 de la série The Last Man. Et il a fait des clips aussi, des clips musicaux. Il y en a un dans une piscine qui est assez connu, je crois qu'il est assez trash, mais c'est un truc qui a beaucoup de vues sur YouTube, hein, c'est assez connu. Et donc voilà, je dirais que le film, c'est un mélange de Blade Runner, cyberpunk, il y a aussi des influences un peu manga, genre Evangelion, il y a beaucoup de choses, même du jeu vidéo aussi. Et c'est un film d'enquête aussi, faut le dire. C'est un film c'est un genre de thriller. Ça rappelle beaucoup Blade Runner, mais voilà, c'est un genre de thriller d'enquête policier sur Mars, quoi. C'est ça, sur Mars. Mais ça commence sur Terre. Enfin, oui, ça commence sur Terre, ouais. Et donc écoute, c'est un bon film. Voilà. Il y a des personnages super, notamment le personnage, comment il s'appelle? C'était Carlos, le cyborg, qui a une super histoire, une vraie intrigue et tout. Le personnage est très attachant, il est très bien doublé aussi. L'histoire est entraînante, en fait, l'enquête. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est bizarre ce qui s'est passé. C'est très, très prenant. Il y a les designs des robots qui sont sympas aussi. Il y a pas mal de designs un peu sympas. L'univers aussi qu'il a créé, tout ce qui est l'univers qu'il a créé autour, qui est un univers original et tout, c'est super chouette. On a parlé aussi beaucoup de son univers, comment il l'a créé, avec évidemment toutes ses références. Ouais. Moi, je suis assez impressionné par le fait qu'il a réussi à créer un univers de SF créatif, mais en s'inspirant Ghost in the Shell, d'un peu tout, quoi. Oui, Blade Runner, tout ça, mais il est pas noyé dans ses rêves dedans, quoi. Il a quand même réussi à avoir sa propre identité, contrairement par exemple à un récent film de Zack Snyder, par exemple, tu vois. Et c'est grâce notamment au dessin, je trouve, qui est très BD française, franco-belge, ouais. Et puis c'est de la 2D, il faut dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de films d'animation qui sont en 3D maintenant, et celui-là c'est de la 2D. Bon, je crois qu'il y a de la 3D dedans. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est quasiment tout ce qu'on voit, on a l'impression que c'est de la 2D en tout cas. C'est un style 2D, oui. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un film qui utilise bien son temps aussi, parce que c'est un film qui a même pas 1h30, et en 1h30, on comprend tout son univers. Il y a beaucoup de narration visuelle assez intelligente, tu vois, qui nous permettent de comprendre dans quel univers on débarque, quoi. À travers aussi énormément de décors, que ce soit des trucs dans le fond ou même dans la narration, en fait, on comprend très facilement les règles qui régissent ce monde-là. Je crois que j'avais cité la dernière fois l'appel. Il y avait un appel. En fait, les personnages ils peuvent s'appeler sans avoir un téléphone, mais genre un peu comme si ça se passait dans leur tête. Oui.
Et ça, on te le fait comprendre sans te dire, ah bah, il y a un téléphone dans la tête. On te le fait comprendre par la mise en scène, par la narration. Et en fait, quand tu le vois, tu fais, ah oui, ok, donc tu le comprends direct, en fait. Oui, t'as jamais un personnage qui est là pour expliquer, non, en fait, c'est, ouais. Voilà, il arrive à faire de l'exposition, mais visuellement. Donc, en fait, tout est fluide et voilà, et ça passe super bien. Et l'intrigue, elle est hyper bien menée, hein. Bon, c'est une enquête un peu déjà vue, mais tu vois, mais elle est hyper prenante quand même, tu vois. C'est hyper tendu. Il y a une super musique aussi d'ambiance, un peu SF, mais en même temps qui est un peu tendu, je trouve, et avec des moments assez drôles, hein. Franchement, si vous regardez les films, vous allez vraiment rigoler. Pour le coup, il y a vraiment des moments qui sont assez légers, qui allègent le récit, quoi. Et l'action très bien montrée, très inspirée de l'animation japonaise. Je pense à une course-poursuite au début du film, avec certains ralentis, c'est un peu stylisé à l'anime, comme si j'avais vu dans certains sur les meubles mangas, quoi. C'est ça, c'est un film qui est incroyable, hein, cette course-poursuite. Et le duo, il marche super, le duo de Aline, Carlos, c'est des personnages qui sont pas tout blancs, ambigus, qui amènent des réflexions vraiment intéressantes, et voilà, qui se révèlent au fur et à mesure du récit. Et ouais, ça amène des réflexions intéressantes. Après, il y a peut-être un petit, faut trouver un bémol, le doublage est parfois, un peu mais c'est ce que j'allais dire, notamment celui du méchant qui est pas ouf, mais ouais. Ne révèle pas qui est le méchant, mais oui, d'un certain personnage, oui. Oui, je vois, et voilà. Et après, Léa Drucker aussi, des fois ça marche, des fois c'est un peu bizarre de peu bizarre, mais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Après, voilà, je pense que c'était fallait une star aussi, un peu. Donc, ouais, je pense. Après, c'est pas la plus grosse star non plus du cinéma français, mais ouais. Non, mais je pense que voilà, à cette échelle-là, pour ce film-là, je pense que voilà. Ouais, mais je pense que ça permet un peu de légitimer le film, dans le sens. Mais je crois qu'il l'avait dit, Jérémy Perrin, il était obligé de prendre des grosses stars, mais il a dit que c'est lui qui l'avait choisi. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas comme s'ils l'ont pas imposé Léa Drucker, c'est lui qui a choisi Léa Drucker pour ça. D'accord, ok. Et voilà, et franchement, c'est un super film d'animation d'SF français. Donc, voilà. Français. Pour ceux qu'on a problème, avec les films français. Pas mal, et ouais, c'est pas mal, oui, c'est français. Et on va passer à un autre film de SF aussi. Tiens, on a de la SF, hein. Ouais, parce que moi j'adore ça. Un film de super-héros, quoi? Film de super-héros dans le top? Non, mais c'est pas possible. C'est du troll. Et oui, on va parler. D'un Marvel, en plus, tu te rends compte? MCU? Mais non. D'un film du MCU, et oui, on va parler de notre bande de marginaux qu'on adore, les Gardiens de la Galaxie 3. And we'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. On retrouve notre bande après les événements d'Avengers Endgame et même de Thor 4, puisqu'on les voit un peu dans Thor 4. Oui, c'est vrai. Où Peter Quill, il est un peu en dépression d'avoir perdu sa bien-aimée Gamora, et on va aller retrouver cette équipe qui va devoir faire face à comment il s'appelle le méchant? le High Evolutionary, le maître de l'évolution. Le maître de l'évolution, voilà, qui est un méchant qui est très lié à Rocket, et Rocket va être un peu le personnage central un peu de ce film, et c'est un film qui marque un peu la fin des Gardiens tels qu'on les a connus, en tout cas. C'est ça, et on commence le film sur les persos qui sont tous déprimés aussi, Star-Lord est déprimé, Rocket, il écoute un Creep de Radiohead, Creep de Radiohead, donc super séquence, ouais. Ouais, le film déjà, il est coloré. Déjà, ça fait du bien. Il est ultra coloré. Ouais. Après, c'est les gardiens, c'est l'identité des gardiens. Oui. Il a gardé son identité. T'aimais bien les autres gardiens, 1 et 2, hein, j'imagine. Ouais, à l'époque, le 2, quand il est sorti, j'étais un peu déçu. Ouais. Mais en le revoyant, je l'aime bien. Maintenant, en fait, j'aime bien toute la trilogie. Voilà. Parce que j'ai revu les 2 avant de voir le 3. Et, en fait, le 2, maintenant, je l'aime bien. Je l'ai réhabilité. Ouais. Ouais. C'est vraiment un film de son auteur, hein, comme celui-là, d'ailleurs. Oui, complètement. Mais pour moi, il y a à peu près tout qui fonctionne. Hein. L'humour, il fonctionne, ça m'a beaucoup fait rire. L'action est chouette, il y a un super plan séquence à la fin, dont beaucoup de monde en parlait sur Twitter. Il y a des personnages aussi, c'est aussi ça, je pense, qui fait la force des films de James Gunn, c'est ces personnages qui sont tous très attachants, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie on a envie d'être potes avec eux. Rocket, tout le flashback sur Rocket, il est déchirant. Il est déchirant, ouais. C'est assez dur en plus sur la cause. Si vous aimez bien les animaux, vous allez pleurer. Oui, ça c'est sûr que vous allez pleurer. Ça va pas vous laisser indifférent. Et ça fait du bien de voir un bon film du MCU, parce que c'est vrai que c'était un instant. En pénurie là. C'est compliqué quoi.
Après, les gardiens, ils ont toujours une bonne qualité, comme c'est toujours été le top du panier. Toujours été à part, hein, clairement. En plus, c'est le seul qu'ils ont vendu, tu sais, généralement, les gens, ils le vendent comme un film MCU, mais sur l'affiche de celui-là, il y avait écrit James Gunn Film, donc ça veut dire James Gunn est en train de devenir une marque. Ouais, et je pense que ça veut dire quelque chose, quoi. Bah après là c'est on va en parler, c'est quand même les gardiens, c'est les films du MCU qui portent le plus la marque de leur auteur, clairement, hein. Ouais. C'est vraiment des films d'auteur, hein. Et là James Gunn il a mis tous ses potes possibles inimaginables dans ce film. Ils sont tous là. Et ça parle de la cruauté animale, hein. C'est un film hyper violent, hein, je pense sur ces questions-là, et hyper engageant. Il y a un vrai esprit comics aussi dans les films de James Gunn, hein. C'est ce qu'on reproche beaucoup aux films de super-héros post la trilogie de Dark Knight, c'est qu'ils s'inspirent, ils veulent tous être dans un univers très réaliste, voilà, comme le MCU est tout rationalisé. Là on a un vrai esprit de comics, quoi. Et c'est un film déjà qui est quand même assez rare chez MCU maintenant. C'est un film qui est techniquement abouti. Oui, aussi. On y croyait même plus. Les FX ils sont très très propres. C'est qu'on a eu Ant-Man juste avant, donc bon, on a passé à ça. Oui, non, mais la différence, ça fait mal, quoi. Les FX sont très très propres. Et il y a une vraie DA, il y a un vrai univers. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi les FX sont propres, c'est parce que déjà James Gunn, je pense qu'il sait comment travailler avec les FX artistes, et il sait ce qu'il veut au moment où il les filme, il sait ce qu'il veut. Et il y a un côté décor en dur, surtout sur cette planète bizarre, vivante, qui est très spéciale là au début. Il y a un côté hyper kitsch assumé. Et tous les maquillages, je crois que ça a battu un record de maquillage. Oui, c'est la planète animale, la planète où il y a les humains animaux là. Oui, ça a fait un record. Ouais. Même la planète que je disais avec Nathan Fillion là. Oui, aussi. Ils ont des espèces de corps chelous, je sais pas si c'est des armures ou quoi là, mais c'est très spécial, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un univers créé, quoi. On est dans l'espace, il y a des trucs qui sont pas comme des trucs sur Terre, on est vraiment dans un vrai dépaysement, quoi. Et les scènes d'action sont hyper bonnes, surtout la scène d'action de fin, en plan séquence avec une longue focale qui t'époque, qui est hyper nerveuse et qui marche super bien, quoi. Après, je suis un peu moins d'accord sur l'humour du film. Je trouve que le film, c'est le moins drôle de la trilogie. Je trouve que les blagues, elles sont un peu forcées et tirées, mais en fait, je crois que ça l'intéresse pas. En fait, je pense que les blagues, ça l'intéresse pas trop dans ce film. Il est plus émouvant, en fait, que drôle, je trouve, surtout vers la fin. Le film qui commence déjà sur Rocket, qui est à moitié déprimé, et qui écoute Creep, tu sens que c'est ça, quoi. Et Rocket qui prend le dessus, sur le film, c'est vraiment le centre du film, avec toute cette réflexion sur la violence animale. Peter Quill et Gamora, ils sont toujours là. Je trouve qu'il y a une bonne relation sur leur amour qu'ils peuvent pas avoir, parce que c'est pas la même personne, en fait. Et même il y a une scène de fin entre eux qui est assez déchirante, sympa et déchirante, mais qui est un peu qui est pas non plus dans un truc pour te faire pleurer, quoi. Ils sont pas en train de pleurer. C'est doux, amer, je dirais. Oui, dans une autre vie, ça serait super bien passé, mais c'est pas eux, quoi. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait, c'est un peu, Gamora, c'est un peu la métaphore de James Gunn, tu sais, dans le sens où il se barre de Marvel, il va chez DC. Et tu sais, il se barre en mode, c'était fun, on s'est bien amusé, maintenant je pars autre part. Et elle va chez Ravageur, et lui, il va chez DC. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une plot très très plausible. Mais après, le problème, c'est que je pense qu'il y a quelques personnages qui sont un peu abandonnés. Je pense à Drax, qui est devenu... Drax. J'allais y venir, mais oui, je pensais à Drax, qui est devenu une machine à punchline, tu vois. Mais après ça fait un moment, tu vois. Drax, il est comme ça, mais... Ouais, mais je trouve qu'il a une conclusion qui est sympa, où, disons, en gros, c'est un père, quoi. Et ça, moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Tu sais, quand il y a les mais à la fin. Je vois ce que tu veux dire. Mais c'est très survolé. En tout cas, Drax, surtout, le fait qu'il avait perdu sa famille, tu vois, avec Thanos, ça n'a jamais été exploré. Ouais, ça, malheureusement, c'est un peu dommage, quoi. Et Adam Warlock, je pense que James Gunn, il voulait pas d'Adam Warlock dans son film, ils l'ont mis parce que ils l'ont forcé à mettre la scène post-générique la dernière fois, je pense. Ouais. Et du coup, c'est un comic release de plus, et c'est pas très intéressant. Mais même l'humour du film, je trouve que ça l'intéresse pas, en fait. Il fait ça parce que il est dans un truc Marvel, donc je pense qu'il il est obligé d'en faire ça, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Et de toute façon, et j'ai pas parlé aussi du méchant. Le méchant est très bon. Il est cruellement bon. Mais vraiment, on a vraiment envie de le buter, ce mec. Tu vois, on a vraiment envie de le voir, de lui tabasser la tête, tu vois. Et oui, il est très caricatural, mais on s'en fout. C'est pas, en fait, le problème des méchants, c'est pas qu'ils soient caricatural ou pas. C'est à quel moment comment ils sont représentés. Tu veux me faire un méchant juste qui est méchant, très bien. Il y a très très bons méchants qui sont juste méchants dans l'histoire. Les Disney, ils en ont fait 50 000. Tu vois, je veux dire, c'est pas ça le problème, c'est comment tu l'interprètes. L'interprète, il est génial. Il est vraiment condescendant, mais il transpire la condescendance
Et le fait qu'il tu vois, vraiment il regarde les autres de haut, quoi. Et ça marche super bien. Et voilà, quoi. Ouais, super acteur. Bon, je crois qu'il vient du théâtre, c'est peut-être pour ça, théâtre anglais. Enfin, les acteurs anglais, ils sont, tu sais, c'est un peu comme Tom Hiddleston, il a un peu le même profil, je crois. Mais ouais. Tu sais, quand il débarque, je me souviens, Peter Quill, il le voit pour la première fois et il veut lui parler. Et lui, il est en train de faire gérer un truc et il lève juste le doigt en mode. C'est toi, là, je suis en train de régler mon truc. Et t'as cette passage au ralenti qui montre tout le mec, la supériorité qu'il a dans sa tête de ce mec-là, quoi, tu vois. Enfin bref. Enfin vrai, c'est un bon Marvel, c'est un vrai bon Marvel, et voilà, je conseille à tout le monde de le voir ou de le revoir. Ouais, bah voilà, tu as bien conclu. Et on va passer à un film qui m'est cher dans mon top, à moi. Parce que là, on a vu que des films de ton top à toi, donc là, je suis en mode, bah, où sont mes films? Il y a eu Donald Bouffin. Il y a eu Donald Bouffin, t'as pris l'accent en plus. Et on va parler d'un film qui m'a énormément touché, qui est sorti au début d'année. C'est le film Aftersun. Alors, Al, c'est quoi Aftersun? Aftersun, c'est un film de Charlotte Wells, c'est son premier long métrage qui est un genre de coming of age, mais en même temps d'un drame familial, mais qui se passe dans les souvenirs en fait. Ce film, c'est qu'un souvenir en fait du personnage, et c'est le personnage de Sophie qui se remémore les vacances d'été qu'elle a passées il y a une vingtaine d'années avec son dernier été qu'elle a passé avec son père, avant que son père sûrement meurt. Mais en fait on sait pas, c'est ça qui est bien dans le film, on saura jamais vraiment pourquoi il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui allait pas chez lui, et elle va essayer de se remémorer quel était vraiment son père et quel sentiment elle avait vis-à-vis de lui. Et c'est un film qui dépeint le souvenir. Voilà, c'est vraiment un film de souvenir, et ça se dépeint par sa photographie. Et il y a vraiment une photographie hyper belle de vacances d'été, je pense qu'on l'a tous vécu, ce truc de vacances d'été soit avec ses parents ou quoi, dans un endroit qui est pas décrit, je crois, tu sais, dans un endroit où il y a la plage, où il y a une piscine, enfin tu sais, c'est un truc endroit de vacances, tu vois, comme on a tous vécu, quoi. Et le film, il raconte par sa photographie, par l'image et le jeu d'acteur. Voilà, c'est un film qui est vraiment purement cinématographique, et il va jamais verbaliser ce qui se passe avec le père, donc on saura jamais sa maladie. On saura jamais de quel mal il est atteint. On voit qu'il est mal par le jeu d'acteur, mais on sait pas pourquoi. Et c'est un film incroyablement touchant, et qui va parler à tout le monde en fait, parce comme on sait pas quelle maladie il a, ce père, en fait tu peux projeter n'importe quoi en fait sur ce père, quoi. La dépression, le cancer, je sais pas, tout ce que tu veux, ça marche en fait sur ce père là, quoi. Et voilà, c'est incroyablement bien réalisé, parce que par exemple le père, pour montrer qu'on ne sait jamais comment le personnage se le représente, ou arrive jamais à capter vraiment qui c'est, on va très rarement le prendre dans son intégralité dans le cadre, quoi. Ça joue beaucoup sur les reflets, soit il est un peu désaxé, soit où on a des très gros plans sur son visage, et voilà, c'est filmé comme un souvenir de la protagoniste, quoi. Et donc moi je trouve que c'est un film super et assez unique dans ce qu'on a eu cette année, quoi. Et ça tombe jamais dans le pathos, donc voilà, ça va pas vous faire pleurer gratuitement, aller pleurer dans les chaumières. Voilà, c'est un film qui est sur les non-dits, donc on a besoin que les acteurs soient incroyables. Le jeu de Paul Mescal est incroyable, enfin, voilà, on sent qu'il y a vraiment un mal-être chez lui. Il y a des scènes dans un bateau notamment, ou dans ses interactions qui est super. Et la petite aussi, Frankie Corio, qui est super, qui a un super parcours aussi parce que je vais pas parler de ça, mais elle découvre son adolescence elle aussi, donc dans ses camps de vacances, enfin comme tout le monde, tu vois, où elle découvre une sorte de sexualité, genre où par exemple il y a une image qui moi m'a marqué, parce que je me vois voir ça, c'est quand elle va dans la piscine, elle va sous l'eau et elle voit des adolescents avec qui elle est se faire des câlins sous l'eau, enfin je sais pas comment dire, mais elle voit des corps qui s'entremêlent, et c'est des trucs que t'as forcément vu quand t'étais jeune et que tu t'es interrogé sur toi-même. Et après elle découvre l'alcool, bon elle boit pas d'alcool, hein, mais elle découvre l'alcool que les jeunes y prennent, voilà, elle découvre un peu ce truc là. Et une des scènes les plus déchirantes de l'année que j'ai vue, c'est une scène de karaoké de Frankie Corio qui chante et son père qui regarde, et c'est incroyablement déchirant. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film qui est voilà. Ista, il est en train de pleurer juste avec le résumé. Et voilà, c'est un super film et que je peux que vous le conseiller. Twitter m'a dit que c'était génial, donc je crois Twitter. Alors faut pas tout le temps croire Twitter, mais faut croire. C'est vraiment d'accord. Ok, ensuite on passe au 7e. Donc on va parler de Anatomie d'une chute. I'm innocent, you know that, right? Le film
que la Macronie déteste. Tu veux commencer comme ça? Oui, on peut commencer comme ça. Bah, c'est le film primé au Festival de Cannes qui a eu la Palme d'Or et qui va raconter le procès d'une femme, du coup Sandra, dont le mari a fait une chute, du coup dans sa maison et qui est mort. Et on va essayer le procès va essayer de déterminer si elle l'a tué ou si c'était une chute accidentelle. Et c'est un film de Justine Triet qui a fait 3-4 films avant que j'ai vu qui sont assez intéressants. Et bah ce film là comme c'est moi qui l'ai mis dans mon top, voilà, je l'ai mis dans mon top, oui mais il est dans mon top 15 de l'année. Oui, je sais voilà, c'est pour ça que je commence, je voulais dire. C'est décrit par Sandra Hüller, par Justine Triet comme une dissection du couple en fait. Et c'est en partie ce que c'est, hein, mais c'est aussi le procès d'une femme. Donc c'est une femme qui va se faire attaquer sur le fait que c'est une femme, donc elle est ambitieuse, elle est plus puissante de son mari, elle le domine socialement, même au niveau de son succès, parce que c'est tous les deux des écrivains, sauf qu'elle a réussi, et son mari a plus de mal, et elle est indépendante, elle est bisexuelle, et c'est tous ces aspects-là de sa personnalité, de sa vie, qui vont être jugés entre guillemets sur la place publique. Quant à lui, le mari, il est impuissant, il a une culpabilité vis-à-vis de son fils, parce que le fils a une cécité et en partie aveugle, et c'est un peu à cause de lui, et donc il va se sentir coupable de ça. Et en gros, on va voir ces relations de couple qui vont être complètement disséquées. On va mettre à nu un peu cette femme et sa relation pour la faire passer pour un monstre, entre guillemets. Donc l'avocat adverse, qui est tant détesté de la partie adverse, qui va faire tout son possible pour décrire un monstre au juré, quoi. Et ça passe par quoi? Par dire qu'elle a trompé son mari, pour dire c'est une femme ambitieuse, enfin tous ces trucs là. Et ça permet de nous interroger nous en fait sur au début tu dis le côté de elle, parce que voilà, le film je mets plutôt elle comme protagoniste, mais au bout d'un moment tu commences à avoir des doutes en fait. C'est assez intéressant, ouais, ça. Ouais, oui. Pas à défaut, hein. Non, mais c'est bien. Non, c'est que au bout d'un moment, tu commences à douter. Après, tu sais plus quoi croire. En fait, tu t'es un peu comme le gamin. T'es un peu comme le gamin qui sait plus trop quoi croire non plus. J'ai du mal à dire. Qui sait plus trop croire. Voilà. Ouais, t'es un peu comme le gamin. Et le gamin, il se pose beaucoup de questions. Même à un moment, il croit que peut-être c'est elle qui a tué le mari, tout ça. Donc, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a surtout des super performances d'acteurs, en fait. Ça c'est sûr. Voilà, et notamment le chien, hein, incroyable, le chien, meilleur acteur. La Palme d'Or. Mais le gamin aussi, hein, le gamin, il est incroyable dans le film. Milo Machado, ouais, il est super. Et c'est intéressant ce que tu dis sur on la croit coupable ou pas, mais je pense que ce film il arrive à maintenir une certaine ambiguïté, parce qu'il y a un rapport assez froid et distant avec ses personnages, surtout le personnage de Sandra Hüller qui est le personnage principal. En fait, c'est vrai que c'est un film assez garde froid, une certaine Ouais, c'est ça garde une certaine distance pour pas en fait révéler ce qui s'est passé, tu vois, ce qui s'est vraiment, on saura jamais du coup si elle l'a tué ou pas, mais c'est pas ça l'important, tu vois. On n'entre jamais dans l'esprit de ce personnage. Je pense que ça peut rebuter des gens, hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être rebutés par ça parce que ça empêche une certaine émotion, une certaine empathie envers ce personnage, mais c'est complètement assumé par le film et fait exprès parce que c'est un personnage difficile d'accès, mais de cette manière en fait on se retrouve à observer entre guillemets les autres personnages et nous-mêmes et de la manière dont on en fait on a un peu la place du jury quoi, c'est ça, c'est notre mual quoi, ouais. C'est exactement ça. En fait, on se retrouve à la place du jury et on va voir comment un a priori négatif peut influencer le jugement des autres et notre jugement en fait. Parce que je vais pas spoiler, mais quand tu vois que enfin des fois il y a des moments où tu te dis ah ouais non mais peut-être en fait elle est vraiment coupable, mais en fait ça se base même plus sur ça se base vraiment juste sur le portrait que l'avocat adverse fait, parce que ça se passe pas vraiment sur par rapport à l'élève qu'elle a écrit, ce genre de et choses. ça dit ouais. Voilà, ça dit beaucoup de comment on est en fait amené à croire qu'une personne est innocente ou coupable sur un simple portrait que sur des preuves concrètes quoi. Et je trouve que le film il joue beaucoup aussi il marche bien beaucoup grâce à Sandra Hüller, du coup la personnage principal, l'actrice qui est tellement qui est puissante, qui est hyper froide, mais qui arrive aussi à montrer un côté vulnérable devant les jurés parfois, et elle est même parfois effrayante. Et je pense que c'est ce côté comme on n'est pas vraiment on n'est pas attaché pleinement à ce personnage, et comme on n'est pas en empathie clairement sur ce personnage, on a ce doute du coup à certains moments
du coup, si on est directement, on était du côté du personnage en mode, ok, on est sûr qu'elle l'a pas fait, elle est trop gentille, elle est trop sympa, elle est, et bah, tu sais, du coup, on s'est dit, bah non, elle l'a pas fait à chaque fois. Bah, ça, non, ça, c'est plus le problème de Swan Harlow, qui est en mode, elle a rien fait de grave et tout. C'est l'avocat, on sait. Ah oui, bah, Swan Harlow. Mais Swan Harlow, il est intéressant parce que lui-même, il lui dit au début, elle lui dit, non, mais j'ai rien fait, c'est la vérité et tout. Et lui dit, mais en fait, la vérité, elle compte pas. Là, c'est le portrait qu'on va faire de toi au tribunal. Ouais. Que tu l'aies fait ou pas, ça compte plus, là. C'est ce qui va se passer. Et en gros, voilà, Justine Trier nous met dans la position du jury et voilà, elle nous questionne sur cette question de la culpabilité. Et voilà. Et il y a cette, j'aime beaucoup aussi dans son cinéma, qu'il y avait aussi dans Sibylle, c'est l'importance de la fiction, en fait, pour accepter certaines choses, pour reconstituer une certaine réalité dans son cinéma. Donc là, un procès, c'est quoi? C'est créer une histoire pour retracer ce qui s'est passé, en fait, tu vois. C'est comme on sait pas vraiment ce qui s'est passé, il est impossible de savoir ce qui s'est passé. Bah, on va retracer, on va faire un parcours de ce personnage. Et en fait, malheureusement, c'est jamais la réalité concrète. Quand tu crées une histoire, on va jamais pouvoir déceler, même si tu arrives à toucher un point de réalité, tu vas jamais pouvoir déceler ce qui a amené à ça, comment ça s'est réellement passé, quoi. Et de toute façon, la vérité n'est pas importante. Et j'adore aussi, il y a une phrase dans le film celle qui garde Milo Machado, l'enfant, dit à Milo Machado quand il doit choisir quoi dire au tribunal, il lui dit il doit choisir sa vérité, en fait. Et c'est ça l'important, en fait, au procès. C'est qu'en fait que la vérité, lui il sait pas ce qui s'est passé, mais il doit choisir est-ce qu'il va aider sa mère ou pas. En fait, c'est ça en fait la vérité. La vérité. Et c'est ça qui est assez beau, quoi. Et d'ailleurs Milo Machado qui joue une personne atteinte de cécité, et souvent les personnes de cécité, surtout dans la mythologie grecque, c'est les détenteurs de la vérité. On tient en général. Il y a un beau parallèle avec ça, quoi. Après il y a une approche très documentaire au film, voilà, dans sa réalisation. C'est très sobre. Ça laisse surtout place à la parole. Et je trouve ça génial aussi, les scènes de procès, parce que c'est des scènes hyper longues de procès, donc on va vraiment t'as des scènes de 30 minutes d'affilée dans le procès, et on suffoque vraiment, on nous fait vraiment vivre la chute de ce couple, la chute de cette femme, et ça nous pose la question à la fin du film, qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin d'un procès? Qu'est-ce qu'on peut gagner à la fin de ce genre de procès? Et la réponse apportée est très intéressante et là pour le coup il y a un peu d'émotion, je trouve. Et donc, qu'est-ce que tu dirais de mauvais sur ce film? Parce que t'as fait que des compliments, non? Absolument rien. En fait, c'est un film qui est trop parfait. Non, c'est putain, c'est vrai, j'ai oublié cette règle. Tu fais chier. Qu'est-ce qui est pas... Parce qu'on a dit des trucs sur tous les autres à chaque fois, mais celui-là, on a rien dit. C'est peut-être un peu long au début, parce qu'on a 30-40 minutes au début, on n'est pas dans le procès. Et ça, peut-être que c'est un peu long. Et il y a une super remix de 50 Cent aussi au début. Ouais, j'ai vu juste un gif sans contexte d'un passage dans le tribunal où il y a une meuf là qui fait des gestes bizarres. C'était drôle. Et voilà. Peut-être t'as quelque chose à rajouter, toi, sur le film? Non, pas spécialement. Là, j'ai un peu complété ce que t'as dit. Parce que t'as un petit peu moins aimé que moi, voilà, on peut le dire. J'ai trouvé ça un peu trop long, moi. C'est tout. Il fait 2h30, je trouve ça un peu long. C'est ça mon défaut en fait, mais sinon après c'est très sobre et tout, donc ouais, c'est bien. C'est moi ce que je retiens, comme je disais, c'est les performances d'acteurs et voilà. Peut-être l'Oscar, qui sait s'ils seront nominés. Peut-être. Et là on va aller rejoindre la 6e place. Alors là on est tous les deux cordas. Et oui, ça nous arrive d'être tous les deux cordas. On va vous parler du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Alors, Oppenheimer, du coup, le film qui retrace, c'est un biopic tout simplement sur Oppenheimer, donc le créateur de la bombe atomique. Bon, je pense que j'apprends rien à personne, je pense que tout le monde a vu le film. C'est un des plus gros succès de l'année. Hein. Voilà, qui va parler de la création de la bombe atomique et, entre guillemets, ce qui va en suivre. T'aimes bien Christopher Nolan, toi? Oui, en fait, j'ai adoré Christopher Nolan pendant très longtemps et j'ai pas aimé ces deux derniers films. Dunkerque, je suis passé complètement à côté, et Tenet, ça a été très compliqué aussi. Tenet, c'est le pire. J'ai rien compris. Et non, c'était compliqué. Donc moi, Oppenheimer, je suis content parce que j'ai retrouvé, j'ai aimé Nolan, donc je me suis réconcilié avec Nolan, donc je suis plutôt content. Ouais, moi je crois que je suis un peu un Nolan zouz.
Ouais. Enfin, en vrai, pas tellement, parce qu'en fait, je recap, mais il y a des films que j'aime moins. En fait, enfin, il y a aucun film que je déteste. Bon, peut-être Tenet, j'aime pas. Ouais, sur Tenet. Mais moi, le Christopher Nolan des dernières années, à part Tenet, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup Interstellar. J'aime beaucoup Dunkerque. Oui, j'aime bien Dunkerque. Oui, ça existe. Et je trouve que c'est un super film de guerre. On a plein qui aiment bien Dunkerque. Oh, il y en a plein qui aiment pas. Il y en a plein qui ouais. Voilà. Et parce que c'était spécial Dunkerque aussi. Enfin, bon, c'était autre chose que ce qu'il faisait d'habitude. Complètement. Et là, il s'attaque à un biopic, quelque chose qu'il avait jamais fait. Et tu veux commencer, peut-être, Aïsta? En fait, ce que je me souviens là du film, parce que je l'ai vu cet été, j'avoue que je l'ai pas revu depuis. Mais ce que je me souviens, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il prend un biopic, mais il en fait un blockbuster. Et je trouve ça marrant en fait. C'est-à-dire qu'il met de la grosse musique de partout. Ça s'appelle un bloc biopic. Un bloc biopic. Un biobuster. Oui. Et ouais, c'est un montage hyper rythmé, t'as de la musique tout le temps. Ça, c'est le truc que je me souviens aussi, qu'il y a de la musique pratiquement tout le temps, pendant pratiquement tout le film. Sauf la scène où tu t'attends à voir du gros son, et ben là, non. La scène qu'on entendait tous, c'est une scène silencieuse. Et ça nous a tous un peu surpris, je pense. Ah bah ça. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé et tout. Après, je dirais que peut-être des fois c'est peut-être sa troisième partie où je sais qu'il y a un peu une chute, et des fois je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal à rentrer dans le train en gros de la troisième partie. Moi, sur moi, ça a marché. Bah, pareil. La fin, je la trouve incroyable. Je suis vraiment en mode je mets ma tête, voilà, j'ai pété mon crâne, quoi. Tu pètes ton crâne. Complètement pété mon crâne. Performance d'acteur super aussi, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Sinon, après à côté, c'est le plus ce problème, mais c'est un problème de Nolan en général depuis le début de sa filmographie, c'est les personnages féminins qui sont pas très très bien traités, quoi. Catastrophe. Là, je pense que, franchement, il faut le dire, parce que moi, je vais commencer direct par mon défaut. C'est les persos féminins. Je pense que c'était peut-être les pires qu'il ait fait, franchement, pour le coup, là. Parce que bon, en fait, souvent, chez Christopher Nolan, à part quelques exceptions, les personnages féminins, ils sont là que pour élever le personnage masculin. Et là, ils sont caractérisés d'une manière, ils sont vraiment des faire-valoir, alors que pourtant, le personnage féminin d'Emily Blunt, qu'à un moment où elle ressort un peu, voilà, une scène assez forte, mais elle est vraiment vue comme une femme à la maison, alors que c'est une scientifique en fait. C'est une scientifique. Il rentre vraiment en mode femme au foyer, voilà, tu vois, il est en mode, il l'a réduit vraiment à ça, quoi. Et le personnage de Florence Pugh aussi, c'est un peu ça, quoi. Malheureusement, c'est un peu un personnage qui élève le personnage principal. Après, voilà, les personnages féminins, comme tu l'as dit, c'est souvent des faire-valoir. Il y en a quelques-uns, je trouve, qui s'en sortent un peu. Je pense dans Interstellar, voilà, il y a des personnages féminins qui sont plus intéressants. Oui, Murphy, ouais. Fouillé. Mais après, oui, c'est pas fou. Après, moi, j'aime bien Nolan. Là, il m'a surpris. Bon, il y a des trucs qui m'a pas surpris. Par exemple, là, on retrouve ces tics, la différente temporalité, par exemple. Par rapport au point de vue. Ça, c'est très cher à Nolan. Et je trouve que ça s'incorpore bien. On n'est jamais perdu dans son montage qui est ultra frénétique. Il a vraiment nous entraîné dans cette histoire à son montage hyper frénétique, qui est accompagné par une musique de Ludwig Göransson, moi je la trouve splendide. Bon, de toute façon, quasiment tout le monde la trouve incroyable. Il y a un peu ce côté musique qui lie un peu à la science, où il y a un moment où on dit que la musique, par les scientifiques par exemple, les mathématiques c'est vu comme de la musique, et je trouve que la musique a retranscrit bien ce truc-là. Qu'en gros, peut-être la science, il la voit un peu comme ça, le personnage d'Oppenheimer, et je trouve que elle est vraiment enchanteresse, cette musique. Et comme tu l'as dit, il y a tellement de sons, ça carbure, ça avance jusqu'au moment de la bombe, où c'est vraiment un moment suspendu dans le temps, sans musique, qui est presque un moment de contemplation, ce qui est rare chez Nolan, il y a vraiment de moments de contemplation, qui est de moments où Oppenheimer contemple un peu son œuvre. Et moi j'ai trouvé ça hyper beau. Enfin, j'ai jamais vu une explosion filmée comme ça, filmée d'aussi près aussi. Je trouvais ça hyper impressionnant, hyper inattendu, surtout chez Nolan. Et il y a d'autres choses qui m'ont assez inattendu, c'est on est du point de vue d'Oppenheimer sur énormément de parties du film, et on rentre dans sa psyché, et on a ce passage après qu'il ait fait exploser la bombe. Ouais, j'étais en train d'y penser, je pense. Et la scène où il fait son discours, et il se presque dans de l'horreur là. Ouais, c'est ça, on a presque un peu de l'horreur. On voit les cadavres dans son psyché, où la focale se déforme et se resserre sur lui. Il y a même plus on n'entend pas le son des gens, on entend juste les pieds qui tapent, et on a l'impression que c'est des bombes qui tapent sur le sol. Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. Et d'abord, beaucoup de travail sur le son. Il y a énormément de travail sur le son dans ce film. Ah oui. Et, enfin, le film, déjà visuellement, il en jette.
il était filmé en IMAX, voilà. Il est hyper beau, et voilà, c'est un film qui suit 2 points de vue. On a le point de vue d'Oppenheimer, qu'on suit la majeure partie du temps, et on a quelques scènes avec Levi Strauss en noir et blanc, un très beau noir et blanc, comme ils aiment bien le dire, un très beau noir et blanc, filmé en noir et blanc, qui a un sens, parce que c'est le personnage de Levi Strauss qui est tourné vers le passé, donc filmé en noir et blanc. Donc ça prend tout son sens, et oui. Et en fait, ce personnage, j'adore, parce que dans les 2 premières heures, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il parle de ça? Et en fait, il prend une ampleur dans la dernière partie, mais qui est vraiment folle, quoi. Et moi, la dernière partie, après l'explosion, après tout ça. Oui. Le perso de Rami Malek aussi, que tu vois genre vite fait, à un moment tu dis qu'est-ce qu'il fout là, et puis il te sort à un moment, il te le sort d'un tiroir là, et puis il te fait un truc de ouf, et tu es en mode ah, et tout. Bah ça aussi j'ai en parlé. Nolan, il a été intelligent avec son casting, parce que là il y a Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, enfin il y a tout le monde dans le film, hein. Oui, il y a tous les acteurs hollywoodiens, et il utilise en fait son casting pour qu'on soit jamais perdu, parce que en fait si c'est joué par des randoms, on se souviendrait pas des personnages. Ouais, le personnage de Rami Malek, il est là 2 minutes dans le film, et il revient à la fin, il a une certaine importance. Quand tu vois le personnage, tu dis ah oui, c'est Rami Malek. Tu dis ah oui, je me souviens de son personnage. Si c'était un mec que tu serais pas identifié visuellement, je ne me souviendrai pas de qui est ce personnage. Rami Malek, il a une tête spéciale aussi, peut-être, je sais pas. Mais... Oui, mais il utilise ça sur le fait qu'on connaît ces personnages pour qu'on les identifie directement, quoi. Là, tu te dis, voilà. Et après, le jeu d'acteur, moi, Cillian Murphy, il mérite, moi, il limite l'Oscar, hein, après, tout le monde va dire, oui, ça fait depuis longtemps qu'on sait. On sait qu'il est bon. Oui, mais on n'a jamais eu un film où lui, il avait était protagoniste et il avait un rôle à sa hauteur, quoi. Là, et j'adore ce personnage de Oppenheimer parce que, il est 28 jours plus tard, mais c'est pas un genre de film qui va aller aux Oscars 28 jours plus tard, tu vois. Non. Et puis, voilà. Je veux dire, c'est pas la même perf, mais là, c'est sa meilleure perf de sa carrière. Je suis désolé, hein, mais. Oui. Là, après, j'ai pas vu Peaky Blinders, donc j'ai pas envie de, voilà. Moi aussi, mais après, c'est une série, c'est autre chose. Mais là, on a vraiment une ambiguïté sur son personnage de moi je trouve qu'il y a une vraie ambiguïté sur à quel point est-ce qu'il savait ce personnage. Est-ce qu'il savait vraiment les dégâts que ça allait causer? Il y a des gens qui vont dire oui, non mais c'est clair, le personnage historiquement il regrette. Non, dans le film comment c'est traité, c'est que je ne suis même pas sûr qu'il regrette. Non? Mais je pense qu'il y a une part de regret, mais à quel point il regrette. Il y a cette scène d'interrogatoire qui est géniale, où t'as le mec qui l'harcèle, hein, qui veut clairement le choper, et qui est en mode, et qui lui pose des vraies questions, en mode, mais genre tu savais pas que ça allait créer autant de morts. Il lui dit même au bout d'un moment, vous avez choisi, t'as participé à choisir les villes qui allaient être bombardées, et tu fais croire que tu savais pas, quoi. Et en fait, je crois que le personnage de Oppenheimer essaye de s'auto-persuader qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, ou en tout cas oui, comme ça. Et qui est dans ce truc-là, parce qu'il y a ce truc aussi qu'il est un peu dans un défi technique pendant 2 heures. Il est en mode, je veux créer la bombe. Oui. Parce que c'est un scientifique, quoi. Voilà, c'est un scientifique qui veut dépasser, voilà, toutes les attentes, et voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie ambiguïté sur à quel point le personnage regrette d'avoir créé la bombe atomique, quoi. Et ça vraiment, je trouve que le film le montre très très bien, quoi. Et Robert Downey Jr. aussi, incroyable. On l'avait pas vu jouer comme ça depuis tellement d'années, en fait. Et cette dernière heure, en fait, à un moment, il s'était bloqué sur Iron Man, il faisait plus que Iron Man, là. Donc ouais. Là, il va se faire nominer, je pense, aux Oscars. Oui, c'est sûr. Il sera au moins nommé, ouais. Et donc voilà, on a t'as toujours l'ego des hommes, hein, que ce soit de celui d'Oppenheimer, de Levi Strauss, qui est toujours au centre du récit dans les films de Nolan. Et voilà, encore une fois, une de ses obsessions. Et la fin est glaçante, je trouve. Ouais, un peu, ça me fait penser à ce que tu dis à Le Prestige aussi, où t'as le personnage de Christian Bale, le personnage de Hugh Jackman aussi, que c'est aussi l'ego des hommes. Ouais. Interstellar, ça parle de ça aussi, hein. Ouais, mais là, il y avait vraiment un duel entre 2 personnes. Donc, oui, Prestige, c'est toujours ça, hein. Il y a toujours des personnages masculins bourrés d'ego dans ces films. Ouais, c'est vrai. Maintenant que je le dis, j'avais jamais fait gaffe, mais même The Dark Knight, il y a ça avec Harvey Dent, je dirais. Donc ouais. Même Bruce Wayne. Quoi? Tu veux dire, même Bruce Wayne, hein, tu peux le dire. Hein. Oui, Bruce Wayne et Harvey Dent, c'est ça que je voulais dire. Ah, tu veux dire la dualité, oui. Okay. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et voilà. Moi, c'est un des films de l'année. Oui, Nolan Zoos, oui. Je suis d'accord, je suis un Nolan Zoos, si vous voulez. Ça tombe bien, t'en tombes avec quelqu'un qui aime beaucoup aussi, qui a un coffret Nolan à la maison. Donc, je crois qu'on peut m'appeler comme ça aussi. Voilà. Ça me dérange pas. On va passer au top 5. Et donc le 5, c'est un film aussi que tu as placé toi assez haut dans ton top. C'est Chien de la casse. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi je suis ton frère. Donc si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère.
Je viens de la case de Jean-Baptiste Durand. C'est son premier film, premier long métrage, donc c'est assez impressionnant ce qu'il fait pour son premier long métrage, un film français qui se passe à la campagne et qui parle d'une amitié d'enfance entre Dog et Miralles, qui sont amis d'enfance et qui vivent dans un petit village de campagne, je crois au sud de la France, voilà, et où une femme va venir passer quelques mois et qui va un peu chambouler un peu les relations entre ces personnages et ouais, moi c'est un film qui était dans mon top, voilà, qui est un sujet très peu évoqué, c'est l'amitié toxique, surtout dans des campagnes. Alors moi j'ai rarement vu ça au cinéma, tu vois, et c'est un film sur une amitié toxique, quoi, deux amis qui sont amis parce qu'ils habitent en face de l'un, en fait c'est ça en fait leur amitié. Ouais, ils sont à l'école ensemble, enfin c'est ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils sont amis, c'est parce qu'ils ont grandi à côté. Et c'est la seule raison qui justifie qu'ils soient amis. Et bon, après, ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas ou quoi, mais ça explore ce type d'amitié-là. Où là, on va retrouver un mec clairement dominant, donc Raphaël Quenard, qui va avoir un gros ascendant sur un dominé, du coup Anthony Bajon. Et il y a une fille qui arrive et qui casse la dynamique, parce que en fait, là où on pourrait croire qu'elle va tomber entre guillemets amoureuse du dominant, du mec un peu très charismatique, et ben non. Elle sort avec le mec qui est dominé et ça va créer toute une discorde en fait dans ce groupe et va révéler toute une toxicité qu'il y a entre ces personnages et bah voilà, moi je trouve que c'est les meilleurs personnages de l'année, hein, quasiment. Il y a une vraie ambiguïté dans ces personnages qui sont mais tout sauf clichés. La fille elle sort avec le mec qui est pas dominant, le dominant qui est joué par Raphaël Quenard, on pourrait croire que c'est juste une grosse brute, mais en fait non, il a une vraie passion artistique, il est hyper cultivé, il a une envie de domination quand il dit les livres, je connais. Ah oui, mais il cite les auteurs et tout. Voilà, il est hyper cultivé et son envie de domination des autres vient sur le fait qu'il a besoin de s'exprimer. En fait, il a besoin de montrer qu'il est plus intelligent. Il a besoin d'exprimer le fait qu'il est cultivé, d'apprendre. Mais tout le problème, c'est qu'il est dans ce petit village. En fait, il est bloqué là-dedans. Et je pense que c'est là d'où vient sa domination techniquement toxique qu'il a pour ce personnage. Et enfin, il est incroyablement joué par Raphaël Quenard, une de performances de l'année, qui joue un mec toxique mais au final qu'on aime vraiment en fait, qu'on arrive vraiment à aimer parce qu'en fait il est touchant, il est pas que un grosse brute en fait ce mec là. En fait on arrive à comprendre ces personnages parce qu'ils sont vrais, moi. Genre c'est ce mec là que joue par Raphaël Quenard, je l'ai déjà vu ce mec là, je le connais. Tu vois, c'est pas moi, je traîne pas avec, mais des mecs comme Raphaël Quenard on en a déjà vu et des mecs comme Anthony Bajon on les connaît, tu vois, ces personnages là. Le Anthony Bajon qui est très mutique, qui est un peu un suiveur, qui suit un peu un mec comme Raphaël Quenard qui est complètement égocentré et tout ça. Enfin, c'est des mecs qu'on connaît, qu'on a vraiment vu dans la vraie vie, mais c'est des humains aussi, tu vois, c'est des vrais humains et ils ont une vraie relation forte. Parce que leur relation elle va entre guillemets être un peu chamboulée, mais au final on sent qu'il y a un vrai amour entre eux. C'est pas juste ils sont amis parce qu'ils habitent à côté, mais cette amitié elle a été cultivée pendant 15 ans de leur vie, je sais pas combien de temps de leur vie, tu vois. Bah ouais. Et donc il y a un vrai truc là-dessus quoi. Et il y a des dialogues hyper naturalistes quoi, hyper vrais, hyper voilà et je vais avoir du mal à trouver un truc qui va pas dans ce film quoi. Et j'adore aussi le fait qu'on n'arrive pas à situer ce village, on n'arrive pas à situer les événements. En fait, ça pourrait se passer n'importe où, en fait, dans n'importe quel bled un peu paumé, tu vois, de campagne. Moi, je viens de la ville, voilà. Donc, j'ai pas ce truc-là, mais je le sens, moi, dans ce truc-là que le réalisateur, il a vraiment vécu ces trucs-là. Il a vraiment vécu la campagne. Oui, ça, je pense, oui. Et voilà, je trouve que c'est hyper bien retranscrit. Il y a Galatea Belougui qui joue la fille, qui joue super bien aussi. Et il y a une deuxième Palme d'Og aussi pendant ce film. Oui, le chef à donner. Voilà. Et après, peut-être un truc négatif, il y a quelques personnages à l'extérieur qu'on voit pas longtemps, mais qui sont un peu clichés. Voilà, tu sais. Moi, j'ai un peu un problème avec le film. C'est le personnage de Raphaël Quenard. Il est tellement détestable que des fois, ça m'énervait un peu. Enfin, je m'énervais sur le film. J'étais en mode, mais laisse-le tranquille. Et je sais pas, je crois que j'ai du mal avec les personnages détestables des fois. Tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Après, tu peux te rattacher avec Anthony Bajon, par exemple. Ouais. Dans le film. Parce que puis moi Anthony Bajon en fait ça m'énervait qu'il dise rien et qu'il laisse tout le temps tu vois, il laisse tout le temps le bully et puis il lui dit jamais rien, tu vois, et je crois qu'il y a un moment où il essaye de dire un truc et puis il se vénère direct avec le canard et puis tu sais au resto là. Oui. Ah bah la scène du resto mais c'est une humiliation terrible quoi. Et dans cette scène là il y a une tension qui monte, enfin, c'est incroyable.
mais vraiment vrai. C'est ça bien joué. qui C'est vrai que c'est bien joué. dans le film, c'est bien joué et je sens que, enfin, c'est genre des discussions, dans les dialogues surtout aussi. Je pense, je sais pas quelle part d'improvisation il est laissé dans le film, mais vraiment les dialogues ils sont. C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont naturels. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que c'est une discussion que tu regardes comme ça. C'est vrai. Ça fait pas jouer quoi. Je suis d'accord. Hein. Raphaël Quenard, César, voilà. Oui. Mais toi, du coup, je peux comprendre que ça peut te rebuter le personnage de Raphaël Quenard, mais après, je pense que c'est un peu aussi. Mais c'est voulu. Le but du film aussi. Ouais. Ok, donc c'était Chien de la casse. Et on passe au 4e avec Across the Spider-Verse. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse, réalisée par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson, écrit par Lord et Miller, qu'on connaît bien. Qu'est-ce que tu avais pensé du premier film, Ista? Ah bah moi c'est un film culte pour moi, je l'ai vu plusieurs fois, je l'avais vu au cinéma, je crois qu'on n'était pas grand monde dans le cinéma à l'époque. Vous étiez 4 dans la salle? Ouais, ça devait être un truc comme ça, et vraiment super. Moi j'adore le premier, hein. Et toi? Oui, moi j'adore le premier, c'est peut-être le meilleur film Spider-Man. Oui, je sais, Spider-Man 2 c'est bien. Oui, je sais, Spider-Man 2 c'est bien. Mais moi c'est le film qui m'a le plus parlé en Spider-Man Into the Spider-Verse, et ça donnait un gros coup de pied dans la fourmilière des films d'animation hollywoodiens, gros budget qui se ressemblaient tous, quoi, et qui là ils avaient vraiment une patte graphique. Je l'ai pas mis dans mon top, je l'expliquerai après pourquoi. Je vais te laisser dire pourquoi il est haut dans ton top, parce que là on est à la 4e place. Bah il est haut dans mon top déjà parce que l'animation, moi c'est un cinéma déjà que j'aime beaucoup, auquel je m'intéresse beaucoup. Ah bon, c'est vrai? Ouais, il paraît. T'as un podcast ou pas dessus? Il paraît. Il paraît. Et bah déjà le film c'est une claque visuelle quoi. C'est une claque visuelle, c'est une claque visuelle de l'année. Il y a plusieurs styles d'animation, il y a des trucs assez dingues, notamment l'intro avec le vautour qui est assez folle, les styles d'animation, le personnage de Spider-Punk aussi qui est fou, comment ils l'ont fait et tout, avec les histoires des frames et tout, c'est un truc assez... Ouais, c'était un vrai casse-tête. Ouais, c'est un vrai casse-tête. Hein, ouais. Les personnages sont d'ailleurs super, ils sont tous attachants. Il y a le Spider-Man indien, moi, qui me fait beaucoup rire, je trouve très très cool. Il y a plein de personnages comme ça que j'aime beaucoup. Bon, j'avais fait une première séance où ça s'est pas bien passé, donc je suis pas sorti du cinéma en mode c'était génial. Et après, j'étais le revoir. Et j'étais le revoir en VO aussi. Parce que la BF est pas ouf. Et ouais, par contre, je l'ai revu en VO et le film, pour moi, quand je l'ai revu bien, dans des bonnes conditions, tout ça, je l'ai trouvé vraiment génial. Et, par contre, il y a le problème En fait, comme je savais comment ça se finissait la première fois, quand je l'ai revu, je me suis dit, dans ma tête, la scène où il est dans tout le passage où il est dans l'univers de Miguel O'Hara, donc le Spider-Man 2014, je me suis dit, c'est le 3e acte. Et en me disant ça, c'est mieux passé, parce qu'en fait, pendant le premier visionnage, j'ai cru que j'étais au milieu du film, mais en fait, j'étais pas au milieu du film. J'étais à la fin. Et ça, c'était c'était un peu un truc qui m'avait un peu dérangé la première fois. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, ça m'a beaucoup moins dérangé et c'est beaucoup mieux passé. Et ouais, même la scène avec le train qui va vers la lune, tout ça, elle est géniale. Miguel, il est super. C'est la musique aussi, super musique, super BO que j'ai écouté plusieurs fois de Metro Boomin. Que ça raconte, le scénario, le méchant, The Spot. Qui est très cool, le fait d'avoir pris un truc un peu goofy, un peu cartoon, un peu marrant pour en faire un truc qui devient de plus en plus flippant, quoi. Même si c'est un peu dommage qu'on le voit pas, on l'a fait plus que ça. Bon, en gros, ça va être le méchant de la suite. Mais ouais, non, moi ça a été, moi c'est une claque, ce film-là, vraiment. Ouais, bah écoute, je te rejoins à moitié parce que moi, en fait, c'est un film qui est pas dans mon top 10, mais qui est, si je devais faire un top 15, 20, 25, 20, ouais, je sais pas où il serait, mais en tout cas, je pense qu'il serait haut. Mais je vais citer quand même pas mal de défauts au film, parce qu'en fait, le film a pas mal de défauts, mais en fait, il a tellement des qualités, très généreux, il est tellement frais, il est tellement beau, il est tellement, que ses qualités surclassent ses défauts, tu vois. Il y a quand même des défauts notables, c'est pour ça que je trouve moins bon que le premier. Mais alors, tout ce qui est visuel, par exemple, bah, déjà, c'est encore un step up, même par rapport au premier, c'est plus fluide,
mais il y a tellement plus d'idées, enfin, alors que le premier déjà était Ouais, un truc oui. de fou, hein. Mais là, c'est encore plus, quoi. Ils ont, le film est hyper fun, il est hyper drôle, et ils s'amusent beaucoup avec la mythologie, en fait, Spider-Man. Et voilà, ça marche super bien. Alors oui, il y a beaucoup de fanservice. Des fois, c'est un peu trop appuyé, mais des fois, ça marche super bien. Alors, tout le hub où il se fait sourciller avec tous les Spider-Man, ça marche super bien. Hein. La musique, je préfère celle-là ou celle du premier. Bon, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, celle-là, elle m'a vraiment plus marqué. En parlant d'animation, le combat sur le train, c'est une des meilleures séquences d'action que j'ai vues de l'année. Enfin, là, quand il se fait poursuivre, il va sur le train. Enfin, j'ai des frictions rien que d'en parler parce que il y a tellement de scènes folles, quoi. Dans ce film. Ouais, voilà. Et après, là, il y a la musique et tout. Enfin, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable. Et il y a l'univers de Gwen aussi. L'univers de Gwen qui est super. Ouais. Au début, qu'on trouve, qui est un environnement qui est fait d'aquarelle, entre guillemets, et qui change en fonction de l'état d'esprit des personnages. Donc oui, on a déjà vu ça, mais vu que ça comme ça, en plus dans un film, enfin aussi faire un truc aussi beau, c'est très rare, quoi. Et d'ailleurs, le personnage de Gwen, qui est le meilleur personnage du film pour moi, plus intéressant qu'un vrai arc. D'ailleurs, c'est elle qui a l'arc qui se conclut à la fin. C'est ça, c'est un peu limite plus un film sur Gwen qui a vraiment un vrai arc qui est vraiment touchant. Et moi, de toute façon, j'aimais beaucoup Gwen dans le premier, là, elle est dans mon cœur jusqu'à la fin, quoi. Et voilà, je trouve que c'est un super film à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a quelques problèmes de scénario avec les méchants. En fait, je trouve les méchants très bien. J'aime beaucoup Miguel, j'aime beaucoup The Spot, hein, qui marche très bien, qui sont super bien doublés en VO. Et je sais pas en VF, mais en VO ça marche super bien. Et qui est super bien animé. J'adore le costume de Spider-Man 99. Il a ces fils qui sont de couleur orangée. Enfin, vraiment. Ouais, même quand on le voit, il y a une cape, on dirait un peu un vampire et tout. C'est pas mal trouvé, je trouve. Ouais, bah c'est un vampire, je crois. Hein. Oui. C'est vrai que c'est ça dans le lore. Et en fait, c'est bien, mais je trouve que les méchants, en fait, il y en a deux. Il y en a un qui occupe la première partie et après il disparaît. C'est ça. Et le deuxième, il occupe pas la première partie, il apparaît et après, à la fin, bon, je vais en revenir sur la fin, mais en gros, ils sont pas assez présents et ça m'a un peu gêné dans le film, quoi. Ouais, il y a un côté coupé en deux. Ouais. Et même dans les enjeux, je trouve qu'ils refont un peu les enjeux du premier d'une manière un peu détournée. Bon, c'est pas si grave, voilà, mais il y a un peu ce truc-là. Je suis pas fan du live action qu'il y a dans le film. Il y a très peu, là, je chipote, hein, mais il y a très peu de live action, mais quand ça apparaît, je suis un peu, j'aime pas. C'est très, voilà. Mais pour moi, le problème du film, c'est que c'est une longue introduction, en fait. Et c'est un peu dommage, quoi. C'est une longue introduction. Bah, si tu regardes le film, si tu concentres sur Gwen, non, mais oui, sur Miles, oui. En fait, sur les enjeux, c'est une longue introduction, quoi. On a 1h20. En fait, c'est le début qui est trop long. Moi, je trouve la première heure, elle est trop longue. Bah, en fait, on a 1h20 sur avant que qui va aller dans le hub et tout, et qu'il se passe des choses. Et donc, c'est parce que l'intro, elle fait 20 minutes aussi. C'est avec Gwen et le vautour, tout ça, là. Donc, bah, en fait, on te réintroduit Dren, on te réintroduit Miles, tous ces personnages, tous ces trucs-là. Et une fois qu'il entre dans le multivers et tout, ça prend hyper du temps. Et en fait, en vrai, si le film avait duré 3 heures, ça m'aurait pas dérangé, je pense. Ouais. C'est genre, ça m'aurait pas dérangé du tout. Mais en fait, on sent que le film est coupé en deux. Et quand t'arrives à la fin, où t'es censé avoir le climax, ou en tout cas amorcer un début de climax, parce que tout ce qui se passe dans le hub, c'est censé être le milieu du film, en fait. C'est censé être c'est ce que je dis. Ce qui se passe au milieu du film. Et en fait, t'arrives à la fin et cliffhanger. Quoi? Bah, c'est ça. Bah, moi, j'avais l'impression la première fois qu'il me manquait le troisième acte. Bah, pour moi, l'expérience ciné est pas complète, quoi. Et là, on a eu ça avec pas mal, c'est un peu la nouvelle mode, on a l'impression, là, en ce moment. Et ouais, j'aime pas vraiment ça, quoi. J'aime vraiment pas ça. Pour le coup, en plus, ça frustre tout le monde, quoi. Hyper frustrant, quoi. Et voilà, donc je vois toutes les qualités qu'a le film. C'est un film qui est quand même un super film, voilà, et qui est meilleur que les Tortues Ninja. Et voilà. Je sais qu'il va pas aimer ça. Bah non, je le trouve aussi meilleur que les Tortues Ninja, donc je suis d'accord. Oui, mais tu sais pourquoi j'ai fait ça. Oui. Et voilà, mais je conseille quand même d'aller voir le film. C'est hyper fun, voilà, c'est hyper inventif, mais ça, je reste un peu sur ma faim. Ok, moi je comprends. Écoute, on passe au suivant. Ouais. Alors, on va, avant d'attaquer le top 3, on va parler d'un film qui est dans mon top, qui a pas été beaucoup vu, parce que c'est un film italien, mais j'ai vraiment voulu en parler. C'est le film Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête.
Alors en fait, Dernière nuit à Milan, c'est un thriller policier, en fait dans lequel on va suivre Franco Amore, qui est un policier qui a jamais succombé à la corruption, parce que il est actif à Milan, une ville qui est très corrompue en Italie, hein. Mais lui, il va jamais tomber dans ça. Il est vraiment clean. Il a un fait d'armes. C'est marrant de dire ça comme ça, parce qu'il a jamais sorti son flingue de sa carrière, il a jamais eu besoin, la nécessité de sortir son flingue, et c'est ça. Sauf qu'il arrive à la fin de sa carrière, c'est sa dernière semaine, c'est son dernier jour, il va prendre sa retraite et il se rend compte que il a rien en fait. C'est la fin de sa carrière, il a toujours été droit et toujours été juste, il a une retraite minable, et voilà, il est dans la merde, et donc il va accepter de faire un coup pour une mafia asiatique, je sais pas, je crois que c'est chinoise, je sais pas de quel pays, pour son dernier jour, pour partir avec une certaine somme, pour partir à la retraite avec ça, quoi. Et voilà, et on va suivre ce film-là, on va suivre ce thriller policier, mais qu'un thriller policier qui a une structure qui est très inattendue, puisque ici, dans les structures classiques, tu sais, c'est un policier qui va enquêter sur une histoire, voilà. Là, ici, le policier, c'est lui qui va fauter. Et en fait, le policier, il va pas être dans l'action, dans l'enquête, mais il va être dans la réaction, parce qu'il va être, je sais pas comment dire, mais c'est un policier qui va du coup on va enquêter sur lui. En gros, on va le rechercher, et en même temps, il va essayer de pas se faire voir, essayer de pas se faire gauler, et en même temps, il va essayer de régler les problèmes auxquels il a fait, auxquels son coup, parce que son coup va rater, voilà. C'est ça l'histoire du film. Et en gros, il va se retrouver dans la merde. Et en gros, c'est un policier déjà l'acteur, je suis obligé de parler de l'acteur, Pier Francesco Favino. Je sais, c'est un acteur mais qui est incroyable. Il est à la fois touchant, tout passe par son regard. Il a la capacité en gros de s'effacer de l'image, parce que c'est très important pour ce personnage de s'effacer, de pas être trop vu, mais en même temps, il est hyper charismatique. Mais il a vraiment un charisme naturel qui est fou, quoi. Sa manière de parler, sa manière de regarder qui est dingue, quoi. Et de toute façon, tous les personnages du film sont assez sympas. Il y a sa femme, par exemple, qui a un gros complexe social. Elle est vraiment complexée par le fait qu'ils ont pas une vie de riche ou quoi. Et en gros, elle va un peu le pousser aussi à prendre l'argent, à faire ce coup, à faire ce coup de ripou à la fin. Mais en même temps, c'est pas juste un faire-valoir, sa femme, dans le film. Parce qu'on pourrait croire que sa femme, voilà, ça fait la pain bêche. Elle joue un peu, elle a un côté un peu pain bêche, hein, dans le film, hein. Mais en fait, plus le film avance, plus tu te rends compte qu'elle a un vrai rôle jusqu'à la fin, en fait. Elle a une relation hyper spéciale avec du coup avec Franco Amore, et son amour il est assez spécial, mais en gros elle va pas l'abandonner jusqu'au film. Elle a un vrai rôle, elle va vraiment être active, quoi. Il y a une BO incroyable aussi dans le film, une BO super il y a une super intro sur la ville de Londres qui est la ville de Londres qui est de Londres, qu'est-ce que je raconte, la ville de Milan, pardon, qui est remplie de corruption, et c'est vraiment un personnage à part entière dans Milan. Il passe vraiment son temps à nous montrer certains endroits de Milan, pour exemple, je vais prendre ça comme exemple, c'est toute la dernière partie du film, donc il y a un genre de climax qui est sur un bord d'autoroute, je te jure c'est vrai, et il est incroyable, hein, sur un bord d'autoroute. Et il arrive à nous placer tous les personnages, tout ce qui se passe dans ce bord d'autoroute, il arrive à nous le cartographier, pour le dire. Et en fait, je pourrais te dire où sont les policiers, où sont tous les personnages, tu pourrais presque la reconstituer, quoi. Et c'est un policier au milieu d'autres policiers bons. Il y a des policiers bons, il y a des policiers corrompus, il y a de la mafia qui est là présent, et rien ne bouge. C'est vraiment de l'observation, c'est une partie d'échec à grand jour. Il y a une tension de folie, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable, quoi. Et la scène est dure, elle s'allonge, elle nous tend au possible, et je trouve que c'est un super film, quoi. Donc allez, j'ai trouvé un défaut, peut-être que avant qu'il accepte de faire le coup, ça prend peut-être un peu de temps, mais voilà, je trouve que c'est important de bien caractériser, de bien poser les enjeux. C'est un film qui va être entraînant. Moi, j'adore les thrillers. Si vous adorez les thrillers, c'est un thriller qui est pas commun et qui marche super bien. Donc, si vous pouvez le trouver, je crois qu'il est disponible en VOD, tout ça. Jetez-vous dessus, quoi. D'accord, ok. Bon bah voilà, donc c'était Dernière nuit à Milan de, t'as dit Francesco Non, ça c'est l'acteur, c'est Dernière nuit à Milan de Andrea Di Stefano. Et on va passer de l'animation, on va passer au top 3. Et oui, on va reparler d'animation, on va parler du Japon. Enfin, je dis reparler. Si, on a parlé d'animation avec Cross Spider-Verse, mais on n'avait pas parlé du Japon, à part pour Godzilla, bien sûr. Mais c'était pas de l'animation. Et là, on va parler d'une adaptation de manga. Et oui, c'est fou. On va parler de The First Slam Dunk. 1, 2, 3, on va y aller!
Alors, c'est The First Kingdom de Takehiko Inoue. Et je crois Takehiko Inoue, ouais. Celui qui a fait le manga, c'est ça? Oui, en fait, c'est Takehiko Inoue, donc, que je considère comme un grand maître du manga, qui a fait notamment Slam Dunk, mais qui a fait aussi Reel, qui est sur les joueurs de basket, donc l'handisport, l'handibasket. Il a fait aussi Vagabond, qui est incroyable au niveau des dessins, parce que c'est de la peinture, c'est des peintures qui refait en manga, quoi. Donc c'est un super auteur qui raconte des histoires super, et moi, Slam Dunk, en fait, c'est un peu le manga de mon adolescence. Ah non, on a tous un peu... le manga de notre adolescence, et moi c'est Slam Dunk, c'était le truc que je suivais tous les 2 mois. Il y avait un nouveau volume qui sortait, j'allais l'acheter, je suivais l'histoire et tout, et donc moi je suis très attaché à ça, à ces personnages, à cette histoire. Et donc, parce que c'est ça, c'est un film qui parle c'est un manga qui parle de basket, donc on suit 5 personnages qui font du basket, qui ont leur personnalité très très marquée, qui sont voilà, c'est ça, on suit leur mésaventures. Alors à la base, Slam Dunk, le manga, on suit surtout le personnage de Sakuragi, Namichi Sakuragi, qui est le personnage aux cheveux roux qu'on voit dans le film. Mais ce qu'il a fait... débile. Ouais, celui qui est un peu débile, voilà. qui est naturellement doué au basket. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il est naturellement doué, mais qui comprend pas trop les règles, qui est un peu... c'est ça, en fait, au début, il aime pas du tout le basket, et en fait, il fait ça pour draguer une meuf à la base, qui tombe amoureux d'une meuf, et en fait, il va finir par aimer le basket, quoi. Et après, ça va donner des matchs où, moi, il y a des matchs qui sont finis, enfin, des fois, t'es à moitié en pleurs et tout, c'est super bien raconté, tu t'attaches au personnage, tout ça. Et je trouve que ce qu'il a fait là, Inoue, d'intelligence, c'est qu'en fait, il a pas mis le focus sur Sakuragi, mais il a mis le focus sur un autre personnage qui est Ryota Miyagi, donc qui est le personnage peut-être qui avait dans le manga le moins de background, en fait. Voilà, qui est le personnage en fait qui est petit et qui en fait lui il est surtout bon pour les dribbles, les passes, tout ça, quoi. Lui il passe entre les jambes, machin. Et en fait ouais, là ce qu'il a fait pour le film, c'est qu'en fait il a adapté le dernier match du manga, mais il a rajouté donc de l'inédit, en mettant la background, en donnant un background au personnage de Ryota Miyagi avec son frère, tout ça. Et ça fait un bon film, je trouve, pour les nouveaux qui ne connaissent rien. Mais ça fait aussi un bon film pour les fidèles qui adorent, parce qu'on a de l'inédit, quoi, et que donc ça, c'est important quand même. Si on aime le manga, voilà, on a des choses en plus qu'on connaissait pas. En plus d'avoir de la fidélité, mais en plus on a de la fidélité, mais on a aussi on apprend plus sur les personnages, on en apprend plus même après le match, qu'est-ce qui se passe après les personnages, parce que là c'est le dernier match du manga et on sait pas ce qui se passe après dans le manga. Donc je trouve ça c'est génial, et aussi ça donne aussi un côté où le film il est moins débile que ce que j'avais pensé, parce que moi je me suis dit Sakuragi ça va être débile, voilà, ça va être mais comme Ryota Miyagi est un personnage plus sérieux, je pense aussi parce que l'auteur il a vieilli depuis l'époque, parce que Slam Dunk c'était dans les années 80, donc voilà, donc ça doit bien faire ça fait au moins 20 ans voire 30, donc je pense que c'est plus ce personnage là lui ressemble peut-être plus à l'heure actuelle que ce qui était Sakuragi à l'époque, quoi. Et ce qui est aussi génial avec ce film, c'est l'animation qui je trouve complètement folle, le son aussi que je trouve fou, parce qu'on a vraiment l'impression de suivre un vrai match de basket avec des vrais joueurs. Même le son des balles sur le parquet, tout ça, comment ça bouge et tout. Je trouve que techniquement, c'est un film assez fou. On n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Voilà, il a un peu floppé en France et aux États-Unis. C'est dommage parce que franchement, il mérite d'être vu. Parce que techniquement, moi je trouve ça aussi impressionnant qu'Across the Spider-Verse, quoi. Pour dire, tu l'as mis top 1. Oui. Quand on a fait nos tops, c'est le top 1 de Monsieur Ista. Et oui, devant des Marvel, devant Spider-Man, et oui, il y a Slam Dunk, voilà. C'est ça. Donc, et ouais, moi je peux quand même attester, parce que j'ai pas vu le manga, et je peux dire que c'est accessible même aux gens qui n'ont pas du tout suivi une seule seconde du manga, quoi. L'histoire elle est centrée sur Ryota. Comme t'as dit, et en fait, mais chaque personnage, ils ont incorporé dans le match qu'on suit. En fait, on suit un match et on a des flashbacks entre guillemets de chaque personnage, et c'est hyper bien incorporé. Hein. Et on a des flashbacks sur tous les persos et on comprend leur motivation à chacun, qui je pense sont sûrement plus détaillés dans le manga, mais là ça marche super bien pour juste qu'on s'attache au personnage et qu'on suive ce match. Et on a toute cette backstory de Ryota qui est racontée, qui est assez sombre quand même, oui, pour ce truc qui est assez sombre, marqué par le deuil, la culpabilité, et du coup on comprend vraiment tout du personnage, de comment il est, quoi. Il y a toute une histoire avec sa mère aussi qui est assez importante dans ce film, qui est vraiment déchirante pour le coup.
et qui parle vraiment plus que de basket en vrai ce film. Et mais voilà, je pense que je vais pas rajouter grand chose, je vais juste parler de comment c'est fait parce que t'as déjà dit pas mal de choses, mais ouais, la CGI elle est incroyable. Et enfin pour moi qui aime pas vraiment la 3D dans les animes, c'est rare pour des animes d'avoir une 3D aussi bien gérée, je pense. Hein. Parce ouais. Que là, vraiment, bah moi ça me faisait peur les premiers trailers. Hein. Bah on avait que des teasers de 10 secondes, donc on voyait pas grand chose, mais ça me faisait un peu peur. Mais en fait, passer les 2 premières minutes, t'es vraiment dedans, quoi. T'es en mode, ok, non, c'est bon, j'achète, ça marche super bien. Il y a un super sound design aussi. On se croit, comme t'as dit, vraiment dans un terrain de basket, parce que c'est une approche réaliste, hein. C'est pas Kuroko no Basket ou je sais pas quoi, là, où les mecs, ils ont les yeux bleus ou je sais pas quoi. Ils balancent des boules de feu, Inazuma Eleven ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment réaliste et c'est hyper bien retranscrit enfin, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vraiment l'impression, il y a une vraie volonté d'immersion, de réalisme, et j'étais vraiment dans le match, quoi. Je me croyais sur un vrai terrain, un vrai parquet avec des vrais rebonds, des vrais paniers, voilà, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Il y a des super aussi moments de silence aussi pour accentuer certains moments de stress. Ah bah il y en a à la fin qui est incroyable, hein. Oui, mais vous allez avoir un niveau de tension, voilà, qui est hyper bien géré, et il y a vraiment un sens de la narration visuelle dans Slime Young qui est vraiment super, quoi. C'est vraiment l'immersion, moi, qui me marque. Il y a vraiment des continuités de mouvements d'un joueur à l'autre. Un joueur dans le dribble, vraiment le découpage est super, quoi. On dirait qu'il a vraiment filmé des vrais gars pour faire ça, quoi. Il y a vraiment aussi j'aimerais voir un making of parce que ouais, c'est fluide de ouf, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, bah oui. Il y a une gestion de l'espace aussi qui est super, genre le terrain de basket, on arrive à voir où sont les personnages à chaque fois, où est le ballon, où est-ce qu'il va être mené. Et je pense que c'est pas facile. Parce que c'est un sport hyper nerveux le basket, donc ça va à 2000 à l'heure et donc faut pour réussir à suivre un peu tout ça, c'est quand même assez compliqué, quoi. Et j'aime bien voilà la manière qu'il a de faire évoluer ses personnages dans le match, en nous faisant ressentir ce qui se passe mentalement dans leur tête. Enfin, c'est hyper bien fait. Je peux vraiment que conseiller aux gens qui sont familiers de Slime Dunk comme qui sont pas familiers de Slime Dunk de se jeter dessus. Et voilà, hein, c'est un super film. Bah ouais. Et par contre, je suis emmerdé pour dire un truc négatif. Ah putain, j'avais oublié. Eh oui, là, je sais pas quoi dire, moi. De négatif, peut-être que, en tout cas, pour certains personnages, ils sont peut-être un peu plus flous. Ouais. Bah après, moi, comme je connais le manga, ils me sont pas flous, tu vois, mais oui. Moi, c'est mon point. Voilà, toi, t'as trouvé. Moi, j'ai trouvé mon point. Toi, tu as toi de trouver. C'est ton top 1, bonne chance. Bah ouais, moi, j'en ai pas. Je sais pas quoi dire. Tu vas devoir trouver. Si ouais, bah peut-être les personnages qui sont dans les gradins, moi je les connais, donc mais on les voit pas assez, notamment la fille. Ouais, mais comme on est sur Ryota, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, en tout cas, les personnages dans les gradins qui sont des personnages importants du manga. ouais, qui sont il y a les potes de Sakuragi et tout dans les gradins. Il y a la fille dont il est amoureuse, dont je parlais, qui est la sœur du capitaine de Akagi. Ouais, ils sont pas assez, enfin, voilà, ils sont pas développés du tout, donc c'est un peu dommage, mais sinon c'est tout. Ok, bah écoute, c'était le top 1 d'Ista et on va passer au top 2 de cet épisode, mais qui est mon top 1 à moi. Bon, mon top 1, je sais pas si c'est mon top 1, mais en tout cas j'ai galéré à choisir et j'ai choisi celui-là. On va s'envoler pour les États-Unis, on va parler d'un film qui est sorti en début d'année chez nous, qui s'appelle Tar de Todd Field. Alors Todd Field, c'est un réalisateur qui fait des films tous les 15 ans. C'est ça. Voilà, son dernier film, il date de il y a 15 ans. Et là, il revient à un film qui s'appelle Tar, qui est sur Lydia Tarr, qui est une chef d'orchestre entre guillemets d'une symphonie allemande, qui est au sommet de son art, voilà, qui a une carrière incroyable et qui, on va suivre en quelques semaines, sa vie va se désagréger parce que elle est accusée de certaines choses et on va voir comment cette figure qui est Lydia Tarr, jouée par Cate Blanchett, va tomber entre guillemets. Et c'est à peu près ça le synopsis du film. C'est mon top 1, donc je vais vous dire ce que j'aime bien dans le film. Moi, c'est peut-être mon film préféré de l'année. C'est un film qui a une dimension assez fantomatique. Voilà, c'est un personnage qui est littéralement hanté par d'autres personnages dans le film et qui va se faire littéralement hanté en fait par un personnage qu'elle ne peut pas atteindre. Qui est un film assez critique. Certains. Ouais, il y a des moments où t'as des trucs un peu presque d'horreur. Ouais, tu comprends pas tout ce qui se passe.
Il y a une certaine lenteur hein, qui se dégage dans le film. Hein. Le film il dure 2h40, un truc comme ça. Il est assez long, mais il y a une lenteur un peu lancinante qui se mêle avec ce côté fantomatique qui me transporte un peu dans son univers. Ambiance, ouais. C'est ça, et surtout que le film techniquement il est irréprochable, il est incroyable. Il y a un vrai travail sur le montage, sur la photographie qui est parfaite, qui a vraiment une ambiance fantomatique très blanche, je reparlerai avec le personnage principal. Il y a un vrai travail sur l'arrière-plan aussi, sur pas mal de scènes, et il y a une lumière et un cadre qui est hyper froid, très structuré, comme le personnage de Lydia Tarr, et dans lequel va s'immiscer le chaos, donc dans la vie de Lydia Tarr, et c'est comme ça qu'il compose ces quatre Todd Field. Donc voilà, un cadre très structuré dans lequel le chaos intervient, et c'est hyper bien fait. Mais c'est pas le même chaos que dans Babylone. C'est pas la même chose, non, c'est sûr. Il filme hyper bien la musique, hein, donc il y a pas besoin d'être un connaisseur de musique classique là, parce que ça peut paraître, tu sais, le film sur la musique classique. Si vous connaissez pas la musique classique, c'est pas très grave. Hein, c'est pas un film qui parle vraiment de ça. Il y a vraiment un montage et un sound design qui est fou dans les scènes de concert. Enfin, vous allez vraiment pas être mis de côté à ce niveau-là. Il y a la meilleure performance féminine de l'année. Oui, je le dis, qui est métamorphosée, incroyable, froid, calculatrice. Kate Blanchett, elle est incroyable, qui est incroyable dans le film. C'est un peu l'exploration c'est un film qui parle c'est un peu une exploration de l'âme humaine, et on suit un personnage, un personnage antipathique. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. C'est un personnage qui est complètement antipathique presque du début à la fin, et qui veut tout le temps dominer, qui domine sa femme. Il y a des gros problèmes avec sa femme, qui veut par rapport à ses élèves aussi, par rapport aux gens qui elle travaille, elle a un côté hyper paternaliste. Ah oui, et c'est le récit vidéo qui va sur les réseaux sociaux, avec c'est ça dont on va parler de femme. Le film, c'est une femme qui est une harceleuse entre guillemets, une genre d'agresseuse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explore pourquoi cette femme est devenue une agresseuse, parce que en fait, elle est agresseuse, enfin harceleuse, parce qu'elle a ce comportement, parce qu'elle a un poste d'autorité en fait. Elle a un poste de pouvoir. Et en fait, Todd Field, il n'interroge pas le fait de genre, le fait que ce soit une femme, voilà, ça change. Enfin, c'est intéressant en fait que ce soit une femme, parce qu'il montre que, en fait, c'est pas le fait d'être un homme forcément d'être un homme c'est d'être à un poste d'autorité, et qui est souvent lié c'est un milieu extrêmement masculin dans lequel elle évolue. Et en fait, il y a une ambiguïté intéressante sur son personnage, parce que Lydia Tarr, c'est une femme lesbienne issue de la classe moyenne. Donc, tu sais, rien à voir avec des valeurs qu'elle peut porter dans ce film hyper traditionnaliste qu'elle peut avoir dans le film. Hein. Elle est censée être de gauche, tu vois. Tu vois, d'une femme gay de la cosmopolite, c'est souvent lié à des idées de gauche. Et elle se retrouve à embrasser les idées d'un milieu extrêmement fermé d'hommes, dans lequel, parce qu'elle a réussi en fait dans ce milieu. Elle est devenue une personne importante dans ce milieu, donc elle a adopté l'état d'esprit et les pensées de ce milieu-là. Et c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est hyper subtil, parce que ça parle de la cancel culture, le film. Et il y a des gens qui disent, c'est un film qui est contre la cancel culture. Ben, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un film qui questionne, il prend jamais parti. Et je trouve extrêmement subtil sur la question, parce que il y a vraiment une question de point de vue dans le film, hein. Je pense à une scène où elle humilie un élève. Oui. Publiquement. Et il y a un plan séquence sur le film qui est filmé en temps réel, où Lydia Tarr, on est vraiment de son point de vue, et elle parle à l'élève, elle l'humilie, et elle dit pas des choses forcément de fausses, mais en tout cas elle a une manière de les dire extrêmement violente, quoi. Enfin, qui peut paraître extrêmement violente, mais on la revoit cette scène d'une manière différente à un moment dans le film. On la revoit monter différemment, et on se rend compte que le discours il est pas exactement perçu pareil. Donc il y a une ambiguïté, il y a un truc un peu une ambiguïté en fait dans ces questions-là, et je trouve qu'ils sont super intéressants en fait. Et moi je pense qu'on peut parler de la cancel culture, je pense qu'on peut parler de femmes agresseuses de cette manière-là, de manière subtile, qui dit pas évidemment la cancel culture c'est mauvais, et oh là là c'est une femme agresseuse, tu vois, elle dit pas ça, c'est vraiment il porte vraiment un questionnement, quoi. Un vrai questionnement sur le film. Et voilà, c'est un film qui va parler de la chute de ce personnage, qui est hyper bien raconté, je trouve, et qui moi me fascine et qui me hante encore. Et il y a Monster Hunter à la fin. Voilà, il y a un film de Monster Hunter, j'aime bien Monster Hunter. Et en plus c'est hyper approprié au film. Qui est Monster Hunter, voilà, c'est la chasse aux monstres carrément, littéralement. Donc enfin voilà, je trouve que c'est un film extrêmement subtil, extrêmement bien fait, extrêmement bien joué, et c'est un film qui me hante encore aujourd'hui.
Ouais, bah, il y a des scènes vachement marquantes. Déjà, le fait que le film se commence par un générique de fin, déjà, c'est assez fou. Ah, mais c'est incroyable. T'as 2-3 minutes, même plus, peut-être, de générique. Ouais, c'est ça. Et t'as juste un fond noir et t'as rien. Tu vois des noms. Tu fais d'accord. Et ça va poser, ça pose direct le ton. Hein. Vous allez, de la longueur de ce film-là. Hein. Et même, t'as une interview au début qui est hyper longue, qui dure super longtemps, qui doit durer 15 minutes, mais elle est super bien jouée. Elle est en plan séquence, non? J'ai un doute, je sais plus. Mais non, elle est pas en plan séquence. Mais en tout cas, elle pose le personnage très clairement, quoi. Oui, voilà, on sait direct qui on voit tout ça. Moi, le défaut juste que je donnerais, c'est juste, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que t'as dit, c'est juste que la fin est un peu rushée. Je trouve le troisième acte un peu rushé. Je trouve que ça va un peu vite sur la fin. Bah, après la fin, je la comprends parce que je pense que ça l'intéresse plus après. Ouais, c'est ça. Après, oui, ça l'intéresse pas. Et je trouve la fin, elle est succulente. Enfin, comment elle termine, c'est quand même assez. Non, mais comment elle termine, ok. Mais c'est à partir du moment où elle arrive au Japon, t'as tout un moment, et je trouve que tout va peu vite, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je l'ai vraiment vu comme ça l'intéressait plus. Là, de toute façon, le parcours du personnage est fini. Et elle l'a fait finir dans la déchéance la plus totale de ce qu'un chef d'orchestre peut redouter d'avoir, tu vois. Et moi, je trouve ça super. Je vous conseille de voir Tar. Ça peut rebuter, voilà, quand tu vois le truc, tu dis film à Oscar, voilà, et tout, mais vraiment, ça marche super. Peut-être que c'est un film à Oscar. Bon, pas tellement, en fait, parce que, pour Blanchett, je vois en mode film de performance. Moi, le film de performance, c'est pas forcément mal, en fait, parce que ça peut être bien joué, en fait. Et là, tout simplement, Cate Blanchett porte le film, mais en même temps, le film est très très bon, hein, mais sans elle, le film, il marcherait pas aussi bien. Ouais. Non, mais moi, je trouve que mais tu vois, à côté, bah, il y a un film qui est sorti en fin d'année, c'est Maestro. Non, et moi, j'ai un problème avec Bradley Cooper en Maestro, tu vois, j'y arrive pas, quoi. Alors que, par contre, Cate Blanchett en Lydia Tarr, je la trouve incroyable. Je vois ce que tu veux dire, mais après, c'est pas la même chose, hein. C'est quand même, Écoute, c'est des chefs d'orchestre qui ont des baguettes, voilà. Ouais, mais ça explore pas du tout la même non, chose. pas du tout, c'est pas du tout la même histoire. Et Lydia Tarr, Tarr, c'est beaucoup mieux, de toute façon. Mais tu vois, j'aimerais bien qu'elle fasse ce qu'elle a fait à chef d'orchestre dans le film, j'aimerais bien qu'elle le fasse à Bradley Cooper. Ah, ok. Je plaisante. Ah ouais, bah, j'espère. Bah, écoute, voilà, moi, c'était mon top 1 de l'année et on va taper le dernier film de ce podcast. Mais avant, est-ce qu'on n'a pas quelques mentions honorables quand même qu'on veut peut-être citer, qu'on n'a pas pu mettre dans ce top parce que, bah, on va pas vous parler de 40 films non plus, quoi. Oui, Vas-y. Moi, je citerai quelques films. Je pense à quelques films français. Je pense à Je verrai toujours vos visages, qui est un film sur la parole, sur la justice restaurative. On a Les Rascals aussi, qui parle des gangs et des skinheads à cette période-là, qui est un film qui est extrêmement poignant, je trouve. On a Yannick aussi, qui est un film extrêmement drôle de Quentin Dupieux. On a Le Procès Goldman, qui est un film de procès aussi que j'aurais pu mettre là. Voilà, pour les films français, mais voilà, il y avait pas mal de films. Ista, il y a quelques films américains qu'on aurait pu mettre aussi, peut-être toi, qui te... Quelques films américains, genre, en fait, moi, là, en y pensant, moi, c'est Past Lives que j'aurais bien voulu mettre. Oui, Past Lives, t'as beaucoup aimé. Voilà. D'ailleurs, j'ai écouté une émission de Allociné, il faisait un parallèle avec After Sun, il disait que c'était un peu les mêmes films. Dans le sens où c'est des films qui parlent du passé, c'est des films un peu AD, qui parlent des souvenirs, tout ça, tu vois, donc... Je vois, mais après, c'est tellement pas traité pareil que c'est vrai que c'est pas ouais, après moi je dis c'est vrai, j'ai pas vu After Sun, mais oui. En tout cas, ça reste comme des films, les films Twitter, tu sais que tout oui, je vois. Tu vas se faire les films Twitter à dire incroyable et tout, faut voir ce film. Il y a un truc un peu je pense qu'on peut faire quand même un parallèle entre les deux. Voilà, moi c'est ça. Et puis moi on en a parlé la semaine dernière, mais moi Saltburn, ça a été un coup de cœur, donc voilà. Moi, il y a d'autres films aussi, j'ai The Fablesman que j'avais adoré. En début d'année par Steven Spielberg. Il y a Killers of the Flower Moon. Je sais que t'as moins aimé, tu t'es un peu ennuyé, mais moi je trouve que c'est un film hyper important. Et voilà. Et après il y a quelques films, genre Misanthrope, qui est un film pas parfait, mais qui est un très bon thriller. Il y a un film qui s'appelle How to Have Sex aussi, qui est un film anglais qui traite d'une certaine pression sociale et de traitement un peu abusif de certaines femmes et d'un certain passage à l'âge adulte. Il y a une très belle comédie romantique qui s'appelle Simple comme Sylvain, qui est québécois, donc c'est pas français. Et niveau animation, il y a Le Garçon et le Héron. Voilà, enfin bref, il y a 50 milliards de films de toute façon qui sont sortis cette année, qu'on aurait pu citer. Mais on va parler de notre film de l'année. Bon, c'est pas notre top 1, mais à chacun, mais c'est celui qui est arrivé top 1, donc c'est celui qu'on a mis le plus haut en commun. C'est un film d'animation japonais, fait par Makoto Shinkai, qui s'appelle Suzume.
J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose de très important. Je vous les restitue. Je vous les restitue. À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard. J'y vais. Alors, Suzume, c'est un film donc, de Makoto Shinkai où on suit le personnage de Suzume. Oh, quoi? Qui va rencontrer un homme qui ferme des portes magiques. Et les portes magiques sont des métaphores de catastrophes naturelles. Et et il se fait transformer en chaise. Et après ils vont suivre un chat qui a transformé l'homme en chèvre. En chaise, pardon. J'ai dit en chèvre. Pardon. Et le film, ça va être un road trip où on va chercher. Le personnage de Suzume va suivre le chat et va se retrouver à plusieurs endroits pour fermer des portes où il y a des catastrophes naturelles. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est une histoire qui parle en fait du Japon, quoi. Où le personnage principal va voyager à travers le Japon et rencontrer différentes personnes. J'avais vu d'autres films de Makoto Shinkai, j'ai vu tous ces films, j'ai vu son évolution, j'ai suivi. Moi, j'aime pas vraiment les premiers films de Makoto Shinkai. Je trouve il s'est vraiment amélioré à partir de Garden of Swords, et j'ai un film que j'ai oublié, son film d'avant. Voyage vers Agartha, non? C'est pas ça? C'est ça, Voyage vers Agartha, où là, je trouve ça allait un peu mieux, et je trouve qu'il a fait que s'améliorer, jusqu'à Your Name, qui est un bon film, je trouve. Et après, Les Enfants du Temps, c'est un peu moins bon. Mais vraiment, là, Suzume, je pense que c'est son meilleur film. Venez m'affronter, les fans de Your Name, je vous attends. Et voilà, je trouve que, on va en reparler, mais il y a un côté, enfin, il se rapproche beaucoup du travail de Miyazaki. Surtout, enfin, il ressemble à certains aspects au Garçon oui, d'une certaine manière. Et c'est assez intéressant. Mais moi, c'est le film qui m'a le plus touché cette année, je pense. Tu veux peut-être commencer, je sais pas. Tu veux que je commence? Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que il y a le côté road trip où on voit un peu tout le Japon. On voit beaucoup de décors en fait. On voit vraiment plusieurs villes et tout. Il y a vraiment un côté voyage, visite du Japon quoi, qui est super sympa. Le fait d'avoir fait aussi, d'avoir pris du fantastique pour parler des catastrophes naturelles, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est un super concept. Après, c'est très Miyazaki, ça aussi. C'est très Miyazaki aussi, mais c'est moins alambiqué que Le Garçon et le Héron, je dirais. C'est plus simple. Ça, c'est sûr. Tu vois. Moi, je pense que je préfère ça. Je préfère voilà, parce que pour moi, les meilleures choses dans la vie sont les choses les plus simples, comme dit la pub Blédina. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Et ouais, non, mais c'était, il y a des super personnages, le personnage de Suzume, même tous les personnages qu'elle rencontre pendant son voyage, les chats, le petit chat là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui devient une star sur les réseaux sociaux, c'était assez drôle. Daijin, je crois qu'il s'appelle. Comment? Daijin. Ah oui, Daijin, ouais, Daijin, et ouais, le film il est émouvant, notamment sur sa fin, parce qu'il y a une histoire avec sa mère. C'est une histoire de deuil aussi, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est une histoire de où Suzume a perdu sa mère, enfin son père, on sait pas, on n'est jamais présent. Mais en tout cas, elle a perdu sa mère quand elle était plus très jeune, et voilà, et c'est un peu une histoire aussi de comment elle va se reconstruire après ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Après là, je sais plus trop quoi dire, donc vas-y. Ouais, bah moi, Makoto Shinkai, je l'ai suivi longtemps. On retrouve ces thèmes. Hein, on a toujours un duo amoureux, impossible, vrai. Toujours impossible. Mais je reviendrai aussi sur ce duo tout à l'heure. Mais je trouve que déjà il y a une patte graphique qui est très singulière. Là, on peut pas dire que c'est du Miyazaki pour le coup. Je trouve qu'il a vraiment sa patte en fait, Makoto Shinkai. Et je pense au moment où toutes ces fermetures de portes, tous ces trucs comme ça, il y a une rythmique je retrouve que chez lui, je trouve. Et bon, il y a une inspiration très Miyazaki dans le fait d'aborder. Oui, mais ça c'est dans toute l'animation japonaise. Comment vivre après la catastrophe. Miyazaki, il a fait ça plein de fois, encore une fois cette année. Et là ici, c'est après Fukushima, hein, et qu'il intègre. Et là, le truc, c'est qu'il intègre très fondamentalement aussi. Ce qui s'est passé à Fukushima est arrivé dans le film. C'est pas un truc, et après c'est causé par quelque chose de fantastique dans le film, hein, voilà. Mais c'est incorporé dans le film. Le Miyazaki fait rarement ça. Il intègre rarement. Enfin, il même pas du tout. Mais pas la réalité. C'était peut-être plus Takahata qui faisait ça avec Trop de Lucioles, quoi. Oui, mais voilà. Enfin après, là c'était un truc réaliste. Ouais. Là, on est dans un truc fantastique, Suzume, mais qui apporte frontalement des choses réelles, quoi. Alors que Miyazaki, c'est toujours très cryptique. Voilà, c'est toujours un peu métaphorique. Là, c'est ok. Là, le Fukushima est arrivé.
Et c'est à cause d'un truc fantastique. Et voilà, ça parle de comment se remettre de ces catastrophes. Et il y a une réponse apportée à travers le personnage de Suzume à la fin qui moi ça m'a touché vraiment. J'étais vraiment emotional, comme disaient les Américains à la fin. Et voilà, c'est un voyage initiatique à travers le Japon qui va permettre à Suzume de se constituer en tant que femme et en fait elle va visiter les habitants du Japon. Donc c'est parce que c'est l'histoire aussi du Japon. On va suivre on va rencontrer beaucoup de personnages souvent féminins, hein, et en fait c'est un peu les reflets de tout ce que Suzume pourrait être en fait plus tard. Donc on rencontre une jeune femme qui est un peu comme elle, on rencontre une vieille femme, on a la femme sa tante qui est une femme qui est une femme qui ne peut pas se marier car elle s'occupe, en fait sa tante s'occupe d'elle après la mort de ses parents. Et en fait il y a tout un truc au Japon au fait que en fait si t'es une femme qui a un enfant et que tu l'élèves seul et que t'as pas de père, en fait t'es pas mariable entre guillemets. C'est un peu une problématique qu'il y a dans le Japon et ce film explore ça. Il y a un moment qui est déchirant où sa tante va dire des choses horribles à Suzume, mais qu'elle rêve, qu'il y a un truc qui est enfoui au fond d'elle, hein, qu'elle pense à moitié et qui est horrible, mais qui est une vraie réalité au Japon, quoi. Parce qu'une femme qui a un enfant n'est pas vue comme mariable. Voilà. C'est ça que j'aime bien avec Shinkai, c'est que là, sur ce film, il explore toutes des problématiques qu'il y a vraiment dans le Japon, quoi. Et Suzume, qui est, très Miyazaki aussi dans le concept, c'est que c'est une adolescente hyper attachante, hyper joyeuse, hyper hyper souriante, qui préfère écouter son instinct et qui cède jamais à la pression sociale, et elle a vraiment un parcours initiatique de son deuil qui est super. Il y a toutes ces fermetures de portes qui sont ultra intenses, ultra bien rythmées, ultra bien fait avec moi j'étais à fond dedans, tu vois, dans toutes les fois où elle ferme des portes, et c'est souvent dans des lieux abandonnés. Et alors faut savoir qu'au Japon il y a énormément de lieux abandonnés parce qu'il y a un problème de sous-population. Donc la population du Japon est en train de dépérir et elle vieillit, et donc en fait il y a énormément de lieux. On a une école au bout d'un moment qui est complètement abandonnée. L'école, ouais. Un parc d'attractions aussi. Les parcs d'attractions, voilà, il y a des lieux qui sont complètement désertés au Japon et qui sont comme ça en fait, qui sont dans la réalité, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des lieux où t'as plutôt des enfants en fait. Plutôt aussi, ouais. Bah parce que c'est un peu, voilà, il y a un problème de natalité au Japon. Bien et sûr. voilà, c'est un peu, il y a un peu une manière de rendre hommage à tous ces lieux disparus, et toutes ces personnes qui sont, j'adore parce qu'il arrive à rendre hommage à tous ces lieux qui sont plus habités, mais en même temps toutes les personnes qui sont mortes par rapport à la catastrophe, en les fermant, en leur disant adieu. Ça c'est quand même assez beau, je trouve. Et la porte, c'est aussi l'ouverture sur soi. Donc la porte que Suzume ne peut pas ouvrir au début, elle ne peut pas traverser, elle arrive à le traverser à la fin de son voyage, au moment où elle est prête à faire son deuil, voilà, pour pas révéler. Et à la fin, elle arrive à traverser cette porte, et ce qui s'y passe, moi, fait limite pleurer. Oui, et j'adore que, en fait, le parcours de Suzume, son parcours de deuil, ça reflète le parcours un parcours de deuil que le Japon doit faire pour Makoto Shinkai, en fait. Et même la réponse apportée, ça marche trop bien avec le Japon aussi, putain, c'est trop bien. Trop bien, ça fait. Et voilà, il y a tout un tas de personnages super. Il y a ce duo avec Sota, donc c'est le mec qui l'embarque un peu dans cette aventure. Qui se transforme en chaise. Au début, voilà, qui se transforme en chaîne, et au début, Sota, il débarque avec ses cheveux au vent, il est magnifique, voilà, il est super beau, et elle tombe direct à la fin, tu sais, elle le voit arriver avec son petit vélo, elle est complètement intimidée parce qu'il est magnifique, et en fait, il déjoue un peu ses propres règles à lui-même, parce que le film n'a pas comme centre son histoire d'amour, alors que d'habitude c'est tout le temps ça. Ouais. C'est tout le temps ça, c'est toujours des histoires d'amour dans ces films qui sont le centre quasiment. Je crois que Vaja Jakarta un peu moins, mais c'est souvent ça. Et là ici, déjoue un peu nos attentes, et un certain cahier des charges, je pense, c'est que il y a une romance, sauf qu'elle va pas être conventionnelle. Ça va pas être le centre de l'histoire. Là, le mec est en chaise. Donc il y a une histoire d'amour avec une chaise. Enfin, moi je trouve ça super parce que déjà la chaise est hyper bien animée. Elle est animée en 3D, hein, et elle est c'est hyper drôle, toutes les interactions qu'il y a avec. Et ici, l'histoire d'amour est beaucoup plus positive. Bah, il y avait un tournant beaucoup plus positif avec Your Name de l'histoire d'amour, parce que lui, dans les années 2000, c'était hyper triste, quoi, ces histoires d'amour là, hyper dépressif. Your Name, bon, je vais pas spoiler, mais c'est pas complètement, c'est triste, mais il y a quand même un truc un peu positif à la fin. Il y a un truc un peu d'espoir. Même les enfants du temps aussi. Ici, c'est vraiment positif pour le coup. Là, on dirait que, je sais pas s'il est tombé amoureux dans la vie, je le connais pas, hein, Makoto Shinkai, mais on sent vraiment que voilà, ça c'est ça, hein.
Et on a une flopée de personnages super. Je pense au coloc de Sota. Oui, j'y pensais aussi. Il est trop drôle, il est génial avec sa décapotable, quoi. La tante est super. Il y a Daijin, le chat, qui est trop mignon, qui est une entité très énigmatique, en fait. À la fin du film, tu sais pas trop, on sait pas s'il est gentil, on sait pas qu'il est méchant. Comme dans les Miyazaki, en fait. Il y a beaucoup dans les Miyazaki. Je pense que c'est très typique au Japon d'avoir des entités. C'était un peu dans leur religion ou folklore, je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais que des entités, on saura jamais s'ils sont gentils ou méchants, on sait pas quel but elles ont, elles sont juste là comme ça, et ils ont pas peur, les Japonais, de pas donner de réponse, comme dans Le Garçon et le Héron, comme Miyazaki a fait par le passé, quoi. Voilà, je trouve que c'est un super film, génial. Il y a peut-être un petit défaut, c'est qu'il y a une espèce de ver géant, qui a un design qui est pas fou. Voilà, si tu veux comparer à Miyazaki te fera un design de fou. Là, le design, il est un peu générique, voilà, pas fou. Mais voilà, à part ça, moi, j'ai adoré. Et il est hyper bien rythmé, le film, vous allez pas vous ennuyer une seule seconde, franchement. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est vrai, voilà, tu as tout dit. Ouais, là, j'ai balancé mon amour pour le film. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. C'est un film qui est sorti en début d'année, hein, comme quoi, on les a pas oubliés, hein, les films de début d'année. Parce que tu sais, des fois, fin d'année, on oublie un peu, tu sais. Après, même si je me souviens pas de tout, mais voilà, ça m'a suffisamment marqué pour que, voilà. Voilà, pour que tu te rappelles des scènes, tu te rappelles du design des vers de terre dégueulasses, mais oui. Bah, voilà, en fait, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui me venait par la tête pour me dire pourquoi c'est pas bon, mais voilà. Et ça m'a... Ouais, mais super film, je suis d'accord. C'est un des meilleurs films de l'année, tout court, même sans citer l'animation, quoi. D'ailleurs, c'est pas mal, on a pas mal de films d'animation dans le top, et ça fait plutôt plaisir. Ouais, c'est une bonne année pour l'animation. Et voilà, ça finit ce top de l'année. Et ouais. Et satisfait. J'espère que vous êtes satisfait de nos tops, vous allez pas nous taper dessus, et que voilà, on a des bons goûts, oui, voilà. Bah, on espère, hein. Et bah, on va se quitter là-dessus, Nista. Ouais, bah voilà, vous pouvez mettre les 5 étoiles, et les petits coms et tout ça, le like, tutti quanti, et voilà. Vous abonnez. Voilà, j'ai parlé de Bernard Nuit à Milan, il a pris un petit accent italien. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Au début, ça a commencé avec l'accent du sud, et puis avec de la au point, et après, je parle en italien. Et voilà, bah écoutez, si vous voulez entendre d'autres accents, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, et on se retrouve dans quelques temps pour parler d'un truc beaucoup moins positif. On va vous parler des flops de 2023, ce sera l'épisode prochain, et d'ici là, on vous dit salut et bon nouvel an si vous l'avez passé. Ciao. Salut, bonne année.